Bonsoir à tous, comme chaque dimanche, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés et mieux encore parfois à nous aider financièrement. Franchement donc un grand merci à vous tous. Je le rappelle, c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne peut vivre, donc continuez à nous aider si vous le pouvez. Pour cela, un seul moyen, le lien Tipeee, juste en description sous cette vidéo. Alors l'invité que je reçois cette semaine, on peut assurément le qualifier d'incorrectible, tant ses prises de position et de parole sont parfois inattendues. Il est député, mais cela ne l'a jamais empêché de rompre avec le politiquement correct et de choquer par ses propos. Ce qui est certain, c'est qu'il se fiche du qu'en dira-t-on et de ceux que ses propos, justement, parfois ont pu choquer. Bref, c'est un vrai électron libre. Joachim Son-Forget, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, pour commencer, de revenir sur votre vie et votre parcours afin que les gens qui nous regardent ce soir puissent un peu mieux vous connaître. Alors, Joachim Son-Forget, vous êtes d'abord né à Séoul en 1983, c'était sous le nom de Kim Jae-duk, j'espère que je prononce bien, et vous avez été adopté très jeune par une famille française. Qu'est-ce qu'il vous reste, Joachim Son-Forget, de vos origines coréennes ? C'est assez compliqué parce qu'il me reste évidemment une enveloppe, une génétique qui fait que peut-être je suis plus petit, plus fin, que j'ai des joues un peu plus costauds, je sais pas, mais et les yeux d'une certaine forme, mais non, un attrait pour l'Asie que je me suis fait plus tout seul à un moment donné, où je tournais autour du pot quand j'étais jeune, parce que la Corée n'était pas connue, donc je m'intéressais plutôt au Japon et à l'histoire du Japon, aux arts martiaux japonais, à la Chine, mais justement par ce prisme plutôt des arts martiaux, c'était mon truc quand j'étais gamin. C'est probablement parce que c'est la façon dont on connaissait l'Asie, il y a quelques dizaines d'années en France. Et la Corée, j'ai découvert beaucoup plus tard. On y reviendra peut-être, mais j'ai découvert beaucoup plus tard en m'y intéressant par moi-même, en commençant à voyager. Il y a des choses qui m'y fascinent et il y a des choses qui me rebutent profondément. Je pense qu'à la fin, la conclusion à l'heure actuelle, à 38 ans, c'est que je suis profondément français, avec une génétique coréenne. Et cette combinaison est intéressante, en tout cas elle est factuelle, donc que faire, c'est comme ça. Mais je ne pense pas être multiculturel en vérité. Je pense être profondément français. Mais alors justement, même si votre cas est particulier, puisque vous n'êtes pas réellement un immigré, est-ce que vous avez la sensation que la France vous a bien accueilli, Joachim Son-Forget ? Je ne sais pas si elle m'a bien accueilli, parce que je ne me suis jamais posé la question, parce qu'en étant enfant, j'ai grandi dans un village de Haute-Marne. Vous n'avez jamais été mis à l'écart du fait de vos origines coréennes ? C'est un milieu qui est rural, et dans les milieux ruraux... À l'école, dans les clubs sportifs. Dans les milieux ruraux, on accueille les gens d'origine étrangère avec cœur, comme on accueille le passant qui a besoin de pain et de soupe, quoi. C'est une tradition, l'accueil dans nos contrées rurales, je dirais. Donc, j'ai jamais eu à souffrir de ça à l'école. Après, il faut dire que je suis pas allé longtemps à l'école. J'ai fait la maternelle et la primaire. Donc après, il y a eu des années un peu plus d'isolation, d'isolement, je sais pas, mais d'isolement, où j'ai été plus au contact de ce que je faisais intérieurement, c'est-à-dire beaucoup de musique, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de moments dans la nature. J'ai fait passer un temps assez important à m'occuper d'ornithologie, de plein de choses. Donc, je vivais en bordure de forêt, dans un endroit où il y a un parc national aujourd'hui. Donc, j'ai eu une vie sociale après, à partir de mes 17 ans. Et des études de médecine, puis des études de sciences, puis les deux en même temps. Brillantes, voilà. ouais. Ouais, je sais même pas pourquoi je les ai faites comme ça. J'avais un intérêt depuis justement l'enfance sur le comportement animal, sur le comportement humain, sur le comportement animal et humain comparé. Et c'est ça qui me fascinait. Donc ça m'a fasciné au point de vouloir comprendre comment fonctionnait, d'où le prisme des arts martiaux, comment fonctionnaient les mécanismes d'agression, à quel niveau ils se situaient, comment on organisait l'interaction sociale entre deux êtres. Donc je me suis intéressé à l'éthologie, à la psychologie expérimentale. Et donc au moment où j'ai commencé ma médecine, je le faisais dans une dynamique où je voulais faire des choses un peu spéciales. J'ai eu une opportunité de faire un cursus médecine-sciences qui était tout nouveau à l'époque. Et j'ai pu étudier là auprès de Stanislas Dehaene, j'ai fait des études avec lui sur la conscience. C'était au CEA et à l'ENS. Je connaissais même pas l'ENS, je savais pas ce que c'était, je savais pas où je tombais à l'école. Je me retrouvais dans une salle de classe, je me dis c'est quoi ces petites salles, j'ai l'habitude de la fac, je sais pas où je suis. J'ai compris après, mais je suis pas normalien, je suis entré sur dossier dans ce cursus. Mais
Mais toujours est-il que voilà, j'ai pu continuer de nourrir tout ça, je continue à faire beaucoup d'arts martiaux à l'époque, j'ai fait du tir plus tard, c'est un peu la continuité. Je suis pas dans une démarche comme certains la voie politique, alt-right, c'est pas du tout ça. C'était plutôt une démarche de recherche sur soi, de maîtrise de soi, de comprendre le fonctionnement de l'humain, et ça va probablement mener à la politique plus tard, mais la fascination c'est plutôt comment fonctionne l'anatomie, la physiologie humaine, comment l'humain s'insère dans son environnement, et comment il interagit avec celui-ci, et comment parfois il déconne, comment parfois il revient à sa nature animale profonde dans le cadre de l'agression, de la fuite, quand parfois il est dans un mécanisme religieux ou de croyance ou d'amour, et quand il est dans un phénomène d'ultra-rationalité où il développe des belles choses, de la culture, et quels sont les ingrédients pour pouvoir laisser cette essence-là se dégager. Donc je me suis toujours... C'était ce dont je vous parle, ça paraît un peu loufoque, mais c'était mon fil rouge d'enfance. Vous savez, vous avez passé 7 ans à la maison, vous avez le temps de vous ennuyer, donc mon imaginaire, c'était plutôt d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et en parlant de compréhension de l'agression, de la défense, vous n'avez jamais vraiment été confronté au racisme? Si, après, je dirais pas dans la France rurale. C'est triste, mais c'est plutôt dans la France des banlieues que j'ai plutôt reçu je la connais moins, hein, mais c'est là où j'ai toujours reçu plus de commentaires racistes. C'est un peu triste, hein, mais je sais pas, il doit y avoir parce que c'est des problèmes de civisme, d'ignorance, d'un peu des deux. J'ai reçu souvent des commentaires racistes par des gens qui eux-mêmes n'étaient pas ce qu'on appelle de souche. C'est très triste, quoi. Par exemple, à Nice, je sais que j'ai jamais autant reçu de commentaires racistes de ma vie que lors d'un petit séjour d'une semaine à Nice il y a 2 ans. C'est étrange. Mais bon, il y a peut-être un petit problème aujourd'hui. Parce que selon vous, justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, la France dite de souche, si tant est qu'on puisse dire cela, elle n'est pas raciste? Elle peut l'être. J'ai eu aussi des commentaires désobligeants au niveau de l'orientation politique. J'ai un public plutôt de droite, mais il est arrivé que ce public de droite, quand je n'étais pas aligné avec lui, par exemple, je me rappelle d'un moment où je suis pas dans une adulation, par exemple, de Napoléon Bonaparte, voilà, pour différentes raisons. Et là, j'ai reçu quelques commentaires particuliers. Donc, bon, les problèmes de civisme, ils existent dans différentes catégories, mais c'est vrai que finalement, non, c'est pas dans la France dite des deux souches, j'ai pas vraiment à me plaindre de commentaires racistes. Si vous voulez, quand vous voulez incarner la France, à mon sens, ça ne sert à rien de surjouer une identité d'enveloppe à la française. Je pense qu'il est plus utile de jouer sur le fond. Et moi, ce qui m'intéressait sur le fond, j'ai eu une fascination pour le XVIIe et le XVIIIe siècle européen en général, et français en particulier, notamment par la musique, par l'histoire. Bon, c'est un imaginaire que j'ai fait mien. J'ai fait mien l'imaginaire d'épée d'époque, de l'escrime antique, rapière main gauche, de films historiques qui vont avec, d'intrigues de cour, de la musique baroque de l'époque du XVIIe et du XVIIIe que j'ai joué en concert de nombreuses reprises. Donc ça vous crée la peinture. Moi, j'ai une passion pour Fragonard et Watteau. C'est de la peinture qui peut être naïve à certains aspects, mais qui est d'un raffinement extrême, qui est extrêmement libertine, qui est belle. Et là, voilà, donc moi, comment dire, vous pouvez faire France mieux que des Français de souche, à condition de le faire. Je trouve un peu triste parfois quand les gens surjouent le français à tout prix en ayant des origines qui ne sont pas françaises récentes. Je pense qu'il y a plus intérêt à le faire en étant soi-même le véhicule de ce qu'a été la France, de ce qu'elle est toujours. Et là, ça fonctionne, mais je sais pas, il faut le faire de cœur. Mais moi, je l'ai fait de cœur parce que c'était ma passion. Donc c'est pour ça que je vous dis que je dois être probablement plus profondément français plus que profondément coréen. Et puis voilà, un peu un goût pour l'impertinence, c'est vous qui l'avez dit. Mais l'impertinence et la provocation, ça fait partie d'un caractère à la française. Et sinon, on serait terne. Alors justement, si vous le voulez bien, on va continuer à parler encore un petit peu de vous. Sans être indiscret, vous avez grandi, Joachim Son-Forget, dans un milieu plutôt favorisé ou plutôt modeste? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que on a une famille au sens large qui est plutôt modeste. C'est-à-dire que du côté de ma maman, ce sont des agriculteurs depuis plusieurs générations. Et puis de l'autre côté, ce sont des artisans joailliers, horlogers, mais pareil, pas de province, quoi. Donc d'un côté c'est la Haute-Marne, d'un côté c'est les Vosges.
Comment vous dire, c'était un peu la première génération qui a pu avoir un peu plus les moyens de ses ambitions, parce que mon père était juriste, il gagnait bien sa vie, donc enfin, il gagnait bien sa vie par rapport à un département rural où les gens ne gagnent pas très bien leur vie, même toujours aujourd'hui. Mais donc on avait ce qu'on voulait, mais en étant entouré de gens normaux, quoi. Enfin, donc mais c'est pas non plus la bourgeoisie de province au sens propre du terme, parce que je pense qu'on continuait de vivre relativement simplement, malgré le fait que oui, on avait largement ce qu'on voulait pour nos loisirs, avec le bémol que, ayant très vite marqué mes choix personnels, j'ai vite dû être indépendant par moi-même, y compris pour mes moyens, pour des activités qui étaient contraires à celles qu'on me demandait de faire. Des choix d'études aussi différents que ce qu'on m'a demandé de faire. Donc pour toutes ces raisons, il y avait cette idée d'école à la maison qui était une idée de mon père, qui m'a jamais bien plu. Et finalement, au lieu d'acquiescer à devoir recevoir ces cours, j'ai décidé de faire moi-même. Donc dès la 6e, j'ai décidé de faire moi-même. J'ai des livres, des cours à renvoyer. Je me suis débrouillé. Donc j'ai peut-être commencé la fac un peu plus tôt que les autres, en fait. C'est peut-être pour ça que ça m'a un peu donné quelques années d'avance. Mais et après, quand mes études sont venues, j'ai toujours travaillé pour les payer et payer les activités qui venaient avec pour avoir une indépendance. Donc modeste, j'ai vécu comme quelqu'un qui avait quelques avantages d'un milieu favorisé en termes de confort matériel d'enfance, mais comme quelqu'un de modeste sur l'attitude et sur notre entourage. Donc j'ai pas de meilleure réponse que celle-ci. Mais mon enfance, c'est pas Saint-Germain-des-Prés. Bon, ça c'est clair. Joachim Son-Forger, vous vous considérez comme un assimilé, pour reprendre des termes qui reviennent souvent dans le débat public aujourd'hui? Vous voulez me parler d'assimilation, d'intégration? Exactement. Mais oui, c'est une assimilation complète. Je sais pas, je suis français, quoi, c'est tout. Ça me fait toujours rire, moi, quand je vois des Coréens adoptés. On était à la fête nationale coréenne il y a quelques jours. Et bon, il y avait un guitariste avec un accent belge qui était en son nom coréen adopté. Il y avait mon copain Pierre Sang, le chef cuisinier, qui avec son accent du sud-ouest. Bon, à chaque fois que je les entends parler, ça me fait rire, parce que je reconnais avec des accents canadiens. Voilà, c'est... Même moi, j'ai du mal à me dissocier parce que je me vois pas dans le miroir au moment où je vois les gens. Donc, et moi, je suis là, il y a un problème. Et après, je me dis, bon, t'es con, il n'y a pas de problème. Mais donc, à la fois, entre vous, la façon dont vous me regardez, de par l'apparence, et le moment où on a commencé à échanger, vous oubliez à quoi je ressemble, en fait. Et c'est ce qui arrive avec tous les amis français blancs, ou je sais pas, dessous, j'aime pas, parce que je suis pas sûr que ça corresponde. Ça désigne une temporalité qui somme toute réduite, si on regarde tout ce qu'on a dans nos packages ADN, là. Mais les gens oublient quand on commence à échanger, et c'est ça qui est bien. Être français, c'est pas être français par l'apparence, je répète, c'est vraiment important. C'est des petites piques, hein, des gens de l'entourage de droite, hein, qui veulent parfois surjouer, bon, ça peut être mignon, ça peut être triste, ça peut être un peu des deux, mais je dirais qu'il n'y a pas besoin de surjouer pour avoir l'air français. Il faut démontrer qu'on l'est, c'est tout. Pour un bout d'un moment, on n'y pense même plus. Hein. C'est fait comme les habits. Les gens qui ne savent pas s'habiller, le jour où ils doivent se mettre en grande pompe, c'est compliqué, quoi. Il y a toujours un bout d'habit qui est mal foutu. Quand vous avez pris l'habitude, si vous avez une période un peu dandy à un moment donné, puis que ça vous est passé, vous savez toujours vous fringuer après, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est assimilé. C'est vrai qu'on peut le dire. Il y a une connaissance et un savoir-faire qui est assimilé. Ça fait partie du savoir-faire. Moi, je dirais même que ça fait partie du patrimoine. Le patrimoine, c'est pas juste les bâtiments. Le patrimoine français, c'est aussi un savoir-faire, un savoir-être. C'est plein de petits détails qui, tous ensemble, font ce sentiment très particulier qui est d'être français. Et je conçois qu'on veuille le défendre, ce modèle, parce qu'il est charmant. Et vous voyez bien le charme que peut avoir le charme à l'italienne, quoi. Il y a quelque chose de maîtrise ou des sports automatiques. Je fais toujours des allégories automobiles ou mécaniques, parce que j'aime bien la moto et les voitures, mais il y a un raffinement particulier dans l'automobile et la moto italienne. Il y a un raffinement particulier dans la nourriture, dans l'art classique, et aussi un tempérament qui est peut-être encore plus excessif que le nôtre. Et c'est ça qui est charmant, c'est tout ça qu'on entend quand on nous dit Italie. Et bien, quand on nous dit France, il y a aussi ça qu'on entend. Et en quelque sorte, on a envie de
on a envie que ça vive, hein, que ça soit préservé. Et préserver, c'est pas préserver dans le formal. Donc c'est pas non plus vouloir la France d'hier, c'est vouloir qu'on continue de garder ce bagage d'hier qui était autrefois réservé à certaines castes peut-être, mais qu'aujourd'hui chacun peut comment dire, peut prendre, je veux dire, c'est de la connaissance universelle. Vous allez sur les archives de la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez acquérir des connaissances qui sont précieuses. On ne vous parle pas toujours, c'est à vous d'aller les chercher, elles existent. Et là, vous faites vivre la France, vous faites vivre le patrimoine français. Alors, vous avez grandi donc à Langres, une petite commune de Haute-Marne, hein, vous en parliez, qui compte entre 7 et 8 000 habitants. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette enfance dans la ruralité, Joachim Son-Forget? C'est même pire que Langres, parce que Langres est une belle ville, hein, elle est symbolique, elle est fortifiée par Diderot, et c'est la ville natale de Diderot. Et vous ne vivez plus à la campagne aujourd'hui, hein? Non, malheureusement. D'accord. Là, je suis entre Genève et Saint-Ouen. Ouais. C'est un petit peu différent. Encore que. Il y a du charme. Mais, comment dire? Est-ce que ça vous manque d'abord? Oui, beaucoup. Langres, il y a à la fois... oui, c'est resté très fort chez moi. C'est les Lumières de Diderot, pour moi, c'est l'auteur le plus important des Lumières. Je ne suis pas ni dans la révolte à l'emporte-pièce de Voltaire, même si vous pourrez croire, et je ne suis pas dans l'espèce d'angélisme du contrat social de Rousseau, en plus avec un peu quelques contre-exemples de vie qui, moi, ne me parlent pas trop, le fait de laisser ses enfants, tout ça, bref. Mais dans Diderot, il y a des choses très contemporaines qui me... Voilà, donc le fait d'être originaire d'un bled d'à côté, pour moi, c'est très fort. Je suis entre Langres et Colombey, les deux églises, quoi. En fait, c'est quasiment à équidistance de mon village d'enfance, qui s'appelle Marnay-sur-Marne. Et il y a l'histoire de France. Il y a l'histoire de France, de son humanisme des Lumières, de son humanisme, comment dire, de sa gloire architecturale, les fortifications de Vauban, et de son savoir-faire artisanal, en plus, avec coutellerie à côté, à Nogent. Il y a eu beaucoup de fonderies aussi. Il y a ce patrimoine de la terre, quoi, ces bois, son gibier. Et puis à Colombey, il y a le général de Gaulle, quoi. C'est ce petit département que les gens ne font que passer, et dont que les gens cherchent à fuir à tout prix. Il faut y trouver de l'emploi aujourd'hui. Il a quelque chose de très fort. Et ça me reste parce que moi, j'ai vécu dans les bois, quoi. Je ne pouvais pas vous faire Mowgli ni l'enfant sauvage, mais j'ai vécu vraiment en immersion totale dans la nature. Voilà. Je ne devrais pas le dire. Je posais des pièges, des trucs comme ça. Je recueillais des animaux blessés. C'était ma vie de 1 à 17 ans, quoi. Et j'en retire toujours une nostalgie forte. C'est rigolo parce que là, en ce moment, je vais beaucoup voir régulièrement la pièce de théâtre de mon ami Hector Obal qui parle de son histoire de la peinture en moins de 2 heures. Et de temps en temps, il parle d'animaux au milieu de son grande histoire de la peinture occidentale. Et c'est vrai que je suis toujours en train de m'arrêter sur les oiseaux qui traînent dans les pièces de maître, parce que ça me rappelle mon enfance et ma Madeleine de Proust. Et voilà, donc oui, ça me manque la ruralité, mais vous voyez... C'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus une forme de nostalgie justement de ce monde rural tel qu'il pouvait exister il y a 40 ou 50 ans. Donc je pense que ça doit vous toucher. Oui, et puis ça me fait du mal quand il est altéré, c'est-à-dire qu'on revient dans nos campagnes et puis quand vous voyez, il y a beaucoup déjà de l'agriculture intensive, mais ça fait que... Je vais faire le couplet écolo maintenant, mais c'est vrai qu'on ne voit pas les... J'ai aperçu que dans certains de nos villages, on ne voyait pas autant d'hirondelles, qu'on ne voyait pas autant de petits passereaux qu'avant, moins de haies, moins de... on dit souvent que les gens de droite ont le sens de la limite, comme ça, de la frontière. Et je dois dire que si on fait une galerie dans la nature, je sais pas, il y a la disparition du bocage, la disparition de limitation d'espace naturel que la nature organisait comme ça, où vivait une biodiversité importante, au profit du profit, y compris d'une vision quasiment communiste de l'agriculture. Et elle a fait beaucoup de mal à la France, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui disparaît de ça, mais il est toujours temps d'y penser, hein. Je suis sûr qu'il y a une écologie de droite qui est possible en ce sens, et qui parfois trouve un accord avec une forme d'écologie de gauche, pas dans la décroissance, pas dans le greenwashing, que font trop souvent les gens qui représentent les intérêts du grand monde économique,
mais dans une forme de... Parce qu'il ne s'agit pas juste de vendre des produits structurés bancaires à vos clients riches pour leur dire « t'auras l'air écolo » comme ça. Il ne s'agit pas non plus de leur dire « il faut revenir à la calèche parce que c'était mieux avant ». Il faut dire comment on articule le lien entre la nature et la technologie pour qu'elle soit au service de notre survie dans notre environnement et au service de la survie de notre environnement en général. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une nouvelle écologie de droite. Moi, j'aimerais que ce soit la droite qui s'en saisisse, parce que je pense que la gauche aujourd'hui est incapable de le faire, parce qu'elle a adhéré aux thèses de la décroissance et de tout ce qui va avec. On ne va pas revenir sur les différentes formes de discrimination positive qui sont en fait extrêmement négatives. Mais il y a quelque chose à inventer comme ça sur le savoir et la technologie au service d'une préservation de la nature, de notre nature aussi, on peut y revenir. C'est une des raisons d'une forme de conservatisme que j'ai sur les sujets sociétaux. Moi j'appelle ça bioconservatisme, c'est moi qui ai coiné ce terme. Je suis profondément bioconservateur, donc je suis pour un respect de notre nature humaine. Elle vient d'une longue évolution, imperceptible à l'œil, imperceptible à la temporalité de la vie humaine, et elle implique aussi des réactions irrationnelles, animales, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle implique aussi une préservation de là où on vit, et dans l'équation souvent du progrès, de la prospérité, il n'y a pas l'équation de ce qu'on exploite. Ce qu'on exploite, c'est là où on vit. Et vous voyez qu'il y a une forme d'écologie, à nouveau je me répète, il y a une forme d'écologie de droite à inventer, et on en a tous les ingrédients, c'est juste que personne n'a eu le temps de s'y attarder, peut-être par sectarisme. C'est intéressant que vous parliez du clivage justement droite-gauche en ce qui concerne ce sujet, parce que ça m'amène à vous demander cette sociologie de la Macronie. Est-ce qu'elle n'est pas en totale contradiction avec la mise en valeur de la ruralité dont on parle justement, voire parfois méprisante vis-à-vis de ce monde? Est-ce que vous avez ressenti cela? Oui, c'est surtout qu'on a pris le moins bon de ce monde-là. Si vous voulez, le casting parlementaire, il est catastrophique. Je veux dire, entre des piques-assiettes abrutis... On sait à qui, là? Je pense à plusieurs, parce que j'en ai vu trop. Des noms. Oui, ça fait des commentaires sur les petits fours, et c'est incapable d'avoir une réflexion philosophique de fond sur le moindre sujet grave. Donc... je veux dire, avoir voulu prendre des espèces de comment dire, des espèces d'isno-good de chaque patelin, ben on finit avec quelque chose de pas très ragoûtant, quoi. Et comment voulez-vous que ce sont donc je pense pas que ce soit représentatif des Français. Les Français sont plus exigeants et plus intelligents que ça. Et il n'y a pas besoin non plus de l'ultra-technocrate, c'est l'autre dérive dans l'autre sens. Mais un mélange de mauvais sous-vassaux de province, avec les mêmes schémas qu'en haut, les mêmes schémas corruptifs, les mêmes schémas, j'accuse personne de corruption en particulier, je ne donne pas de nom, mais les mêmes schémas comme ça, d'entente entre amis, on va dire, qu'on retrouve aussi dans plein d'autres milieux. C'est dommage, parce que ce que moi j'appelle le capitalisme de connivence, ça peut se passer quand on attribue une subvention à son cousin, ça peut, je suis un peu grossier, mais ça peut se passer quand on le fait parce que c'est le gars de sa corporation ou qui représente ses intérêts, que sais-je. Mais ça se passe tout en haut, on le connaît, parce qu'il y a plein de scandales politiques, c'est très malheureux, ça atteint la crédibilité du politique, c'était souvent à raison, parfois il y a des règlements de compte, je sais pas, ça dépend des cas, mais ça se passe aussi en bas. Donc il y a des problèmes à tout niveau, et c'est... Dans ce qu'on a vu le plus visible, pas au début de la Macronie, il y a des gens intéressants, justement. Les gens les plus rebelles étaient souvent les plus intéressants. Je dis pas pour moi, j'en vois d'autres qui sont Quels intéressants. sont ceux qui vous ont séduit pour rejoindre la Macronie? Mais non, mais c'est très bien que les gens n'étaient pas dans le cul de la personnalité, que Cédric Villani ait voulu s'affranchir de la figure paternaliste, disent « moi, c'est moi qui vais à la mairie de Paris, si j'ai envie d'aller à la mairie de Paris, je suis Medal Fields, mon rival, je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi, c'est normal ». Si vous voulez, très tôt, on nous a éteints. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu candidater contre Castaner pour la présidence d'En Marche la première fois. Mais j'avais embarqué avec moi ma collègue députée, qui est la sœur de Cédric O, Delphine O. Mais elle s'était fait engueuler par son frère parce qu'elle était allée avec moi sur ma liste. Comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Vive le féminisme, quoi. Il y a eu après l'autre candidature, c'était au moment du début des Gilets jaunes, et moi j'étais en liste contre Stanislas Guérini. Bon, à l'époque, on m'a presque supplié d'être candidat contre lui, quoi, je veux dire, parce qu'au début j'avais mis l'hypothèse que j'allais le faire. Je me dis, non, dégage. Si, c'est peut-être mieux, parce que là finalement il n'y a plus d'autres candidats que toi, donc alors, ça va l'air un peu communiste ce truc. Jusqu'au point que j'avais des parrainages de gens de l'équipe de
de gens de l'équipe de Guérini, dont un ministre actuel. C'était très rigolo, quoi. Donc, si vous ne pouvez pas construire les choses sur la base d'un projet de contribution du peuple à une nouvelle forme de politique, et que ce soit juste une mascarade, ça ne marche pas. Et donc, en conséquence de quoi, si vous voulez, j'ai aujourd'hui peu de respect pour cette organisation, puisqu'elle me rappelait les pires heures de la fin du socialisme à la française, c'est-à-dire que l'extinction du Parti socialiste, ce sont justement pour des méthodes comme ça. Je les ai vus de près parce que j'ai eu le malheur de toquer à cette porte et d'y repasser il y a quelques mois. Ils ont toujours pensé que j'étais trop de droite. Je me suis j'ai pas pu y faire de longs os, mais de vieux os, mais tant mieux. Alors on va revenir à cet engagement politique, ça vous inquiétez pas, on va en parler pendant encore un long moment, mais juste avant, j'aimerais quand même terminer sur cette enfance. Oui, c'est plus intéressant, vous avez raison. Ben oui, pour apprendre à mieux vous connaître, vous avez fait ensuite, donc après cette enfance, des études pour le moins brillantes en médecine, à la fois en radiologie et en neurosciences. Ce que peut-être beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas. Est-ce que vous êtes aujourd'hui encore radiologue? Vous êtes spécialiste du cerveau? Oui, je suis encore en Suisse où j'ai fait ma formation comme radiologue. Continuez d'exercer. On a une formation généraliste, donc je fais de la radiologie de tout le corps. Mon point fort, c'est vraiment le rachis, moelle épinière et cerveau. Et donc essentiellement la modalité de choix pour ça, c'est ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, ou le scanner. Néanmoins, je fais de la radiologie du corps entier, donc je sais pas, les articulations, des ventres, des thorax, ce que vous voulez. Donc je pratique beaucoup l'échographie à mon cabinet à Genève. Je fais aussi j'ai fait pendant longtemps aussi la télémédecine. Notamment pour des déserts médicaux français, je suis très fier parce que c'était des remplacements sans dépassement d'honoraires justement qui permettaient à des petits centres hospitaliers de rester ouverts et avec des radiologues quasiment surqualifiés, on va dire, qui venaient faire les gardes de nuit à la place des gens qui ne pouvaient pas être sur place parce qu'ils étaient en déficit de gens sur place. Donc je suis très fier d'avoir eu cette activité très longtemps aussi. Ça me permet de garder les pieds sur terre, en fait, d'avoir une activité médicale qui se poursuit. D'une part, moi, j'ai fait la politique, ça a l'air naïf et voire un petit peu, comment dire, ça peut sonner faux, mais j'ai vraiment fait la politique pour aider les gens, en vérité. Et qu'est-ce que vous pensez justement? Donc, du coup, je suis médecin, j'aime les gens, et quand je fais la politique, j'aime les gens, j'aide les gens. Donc, dans ce sujet-là, cette matière-là, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la médecine et de la recherche médicale en France? C'est un sujet dont on parle beaucoup. Non, c'est toi. Le professeur Raoult dénonce régulièrement un effondrement de la France dans le domaine. Vous êtes d'accord avec lui? Il a raison. Je connais bien Didier, on s'entend très bien. Quand on se parle souvent, c'est pas tellement pour parler de Covid, on parle pendant des heures d'anthropologie. Donc on a une passion commune pour ça, pour essayer de prendre du champ, pour voir les phénomènes sociaux, comment ils se passent, d'où ils viennent. Lui s'est intéressé à l'observation des grands singes en Afrique, et donc de par le prisme des micro-organismes, c'est ce qui est son domaine. Mais il a des idées très intéressantes sur la coévolution avec les micro-organismes, avec les virus, avec l'intégration de génomes viraux dans nos ADN. Donc il a une vision d'évolution qui est très anti-darwinienne à un certain côté. Je pense qu'il va peut-être trop loin d'un certain côté. Il ne croit pas beaucoup aux phénomènes de sélection naturelle. Il croit à d'autres phénomènes qui ont marqué des grands sauts dans l'évolution de l'homme, sans entrer trop loin là-dedans. Ce que je pense, c'est qu'il y a en effet... si vous voulez, il faudrait des géotrouve-tout, quoi. Dans la science, elle est censée être un truc de créatif. Après, vous avez une rigueur méthodologique pour essayer de détailler vos hypothèses en prouvant qu'elles collent aux faits. Ou en tout cas que les faits peuvent être interprétés par votre modèle théorique. Et il y a un problème parce que quand il y avait moins de monde dans la science, il y avait beaucoup ça encore, ce côté un peu aventurier, très Indiana Jones, quitte à ce que les gens aillent sur le terrain pour savoir, vous voyez, comme les vieux ethnologues, on fait de belles images d'archives aujourd'hui. Et moi, c'est ça que j'admirais. J'ai admiré le prix Nobel, c'était 71 ou 73, de Konrad Lorenz, qui avait compris l'attachement entre l'oie sauvage et son progéniture. Justement, il y avait
Ça, c'est une belle période. Cette année de prix Nobel, il y avait 71-73, parce que vous parlez. Il y avait trois récipiendaires, dont lui et notamment Karl von Frisch aussi, qui avait démontré la danse des abeilles et le comportement. Donc ça, l'observation comme ça, c'est tout de choses qu'aujourd'hui c'est de la connaissance culture générale. C'est il y a pas si longtemps. On faisait encore. Il y a des gens qui avaient une approche scientifique dans plein de domaines, qui faisaient des associations d'idées entre choses incroyables, qui étaient des pionniers. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de fonctionnaire, quoi. C'est les gens font des articles pour faire des articles, pour avoir un certain nombre d'articles qui leur permettent de devenir maître de conférence, puis professeur, et puis de s'endormir dans une espèce de crasse comme ça, où il n'y a plus d'aventure, où on passe plus de temps à faire de l'administratif et de l'écriture de choses déjà finies, 10 fois finies, et sans jamais avoir le temps de faire du nouveau, d'aller explorer des terrains conquis. Il y en a beaucoup. Et en matière de sciences cognitives, selon vous, la France, le pays de Pasteur, a pris du retard? Non, les sciences cognitives n'étaient pas trop mal. Pas trop mal parce que mon ancien patron était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui avait été nommé professeur au Collège de France très jeune, un peu, je crois qu'il avait mon âge à ce moment-là, où il devait avoir 2 ans de plus. Mais il était quelqu'un de fascinant, et il y avait dans ses équipes des gens fascinants. Non, au contraire, c'est des domaines où on était très bons avec les Américains, même s'il y a de la créativité en France. Mais le vrai problème, c'est pas dans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale en France, il y a encore des gens de très grande valeur. Le vrai problème, c'est qu'ils s'en vont. Voilà. Après, ils font leur classe. Ce sont des grands groupes américains qui les recrutent d'ailleurs. Ils font leur classe, ils partent ailleurs ou dans de grandes universités, mais même européennes, même asiatiques. Faut mieux payer les chercheurs? Ça, c'est une équation, c'est une part importante de l'équation. Les gens sont sous-payés dans la recherche. Ils sont sous-évalués. Il y a des métiers, clairement, où on surévalue les salaires. Je pense que dans la finance, on surévalue les salaires. Je connais plein de banquiers, j'ai pas de problème. Mais ils ont des salaires surévalués par rapport à leur savoir-faire. Ce qu'ils transmettent de la France, c'est la France de... Je recommence avec mon 18e, mais c'est l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, quoi. Et bon, je connais du reste certains banquiers qui sont héritiers de gens qui ont écrit dans cette encyclopédie parce qu'ils avaient inventé des choses incroyables. Il y avait des botanistes, il y avait des inventeurs, mais vous voyez, ils sont devenus des banquiers. Il y a des gens adorables que je connais, mais il y a une tristesse dans le devenir, si vous voulez. On passe de l'aventure et du risque à la rente. Et la France est capable, avec ses écoles, avec ses universités, de générer encore ça, mais ces gens, ils s'en vont très tôt. Je suis parti comme ça, hein, mais j'avais un petit attachement, je suis parti pas très loin, j'ai toujours un pied des deux côtés. Mais j'aurais pu partir complètement. Pour mon porte-monnaie et pour ma vie, pour mes épanouissement personnel, ça aurait été plus facile que de me rattacher comme ça à la France en permanence. Ça le serait même encore aujourd'hui si je pensais qu'à moi, sincèrement. Mais la corde de rappel, pour moi, elle compte beaucoup. Mais le pire, c'est pas la recherche fondamentale, c'est la recherche médicale. La recherche médicale, il y a un vrai souci. Les médecins de formation scientifique, les vrais qui ont des doubles formations, ils sont très rares. Et souvent, il y a des gens qui font de la recherche à la petite semaine. Il faut bien le dire. Dans les hôpitaux universitaires, il y a beaucoup plus de chercheurs à la petite semaine que de vrais chercheurs. Il y a des tas de gens qui vont être furieux, mais s'ils sont visibles, ça veut dire qu'ils ont un problème. Et ceux qui ne sont pas visibles, ça veut dire que c'est des gens bien, qui font bien leur travail. On vise personne en particulier, mais il y a un problème de niveau, il y a un vrai problème de niveau et d'exigence. Mais le système, probablement de peer reviewing tel qu'il est actuellement, pousse les gens à faire de la surenchère de production d'articles de mauvaise facture qui n'avancent pas le schmilblick, qui ne font pas avancer les découvertes. Et puis il y a aussi ce problème peut-être de plafond de verre. Il y a des choses où il y a des domaines qui sont déjà trop explorés, donc on fait de la philatélie, là, on compte les angles des timbres, quoi. Et il n'y a plus besoin dans certains domaines. Alors justement, là, la transition, elle est facile, hein, puisqu'on parle bien sûr de situation de la médecine en France, sur ce qui se passe en ce moment, sans rentrer dans le détail, puisque sur ce sujet-là, évidemment, nos mots sont pesés, sous-pesés. Si vous voulez que l'émission, elle soit pas... Voilà, on le voit bien avec l'arrivée en plus de ce nouveau variant. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire, déjà, de manière générale? Mais je pense que c'est une ignominie, si vous voulez, parce que c'est une atteinte aux libertés qui est terrible. Elle est terrible pour différents dangers démocratiques que j'ai déjà soulevés, c'est-à-dire que même si on n'impose pas le pass sanitaire pour aller voter, de toute façon, on l'impose d'une façon ou d'une autre, puisque quand quelqu'un vote dans son lieu d'origine, on va parler de mon village, si jamais je veux voter dans la mairie de mon village demain, je suis obligé de prendre le train pour y aller, je suis obligé de prendre un moyen de transport, en tout cas un transport public, je suis obligé de prendre un hôtel. Donc de toute façon, le pass sanitaire régit mon arrivée au bureau de vote et mon retour du bureau de vote, qu'on le veuille ou non. Donc on peut toujours dire « oh non, c'est un fait ». L'autre chose grave, c'est que ça pousse les gens dans un modèle de société de milice. Quand vous déléguez un pouvoir de police
à une autre entité que la police, que la gendarmerie, qui sont deux forces qui sont censées faire ce travail. Et quand vous le donnez à un restaurateur, ou à un hôtelier, ou à un garde de sécurité privée, par défaut, ça c'est un fonctionnement de milicien. Donc vous donnez des pouvoirs de police à quelqu'un qui n'est pas préparé pour et dont ce n'est pas le travail ordinaire. Et donc ça génère des tensions, parce que ça génère une société de « je te surveille, tu me surveilles ». Alors on peut en convenir, il y a des pays qui adorent ça, où tout le monde se surveille l'un l'autre, des sociétés où tout est parfois très lisse, où tout est parfois très ordonné. Est-ce que nous on veut ça? Est-ce que ça c'est la culture française? Moi je vous réponds pas du tout. La culture française, c'est plus de désordre, c'est plus de rébellion, et c'est pour ça que les gens, ils n'attendent pas sagement dans une file de bus, qu'il y a toujours un qui essaie de passer devant l'autre. On n'est pas au point de certains autres pays où c'est une cacophonie totale, mais il faut un peu faut qu'il y ait des aspérités, quoi. Quand les choses sont trop lisses, elles sont trop suspectes. Et je crains que là où ça nous dirige, c'est vers une société de mignons, quoi. Et ce que j'appelle les sociétés de mignons, c'est des sociétés où tout le monde se ressemble, tout le monde est lisse, les individualités sont lissées, ça vous rappelle les grandes théories communistes, hein, n'est-ce pas? Mais où les individualités sont lissées, et même sous couvert de modernité, certains pays très communistes dans leur façon de fonctionner, ben finalement l'individualité compte pas, au point qu'une vie en plus ou moins n'est pas très importante. En tout cas, il y a un attachement à la vie individuelle qui est moins fort dans pas mal de cultures que dans la nôtre. Il y a des comportements comme ça très similaires des uns des autres, où tout le monde se regarde l'un l'autre, où il y a ce qu'on appelle des CCTV, des caméras de surveillance un peu partout, y compris dans les voitures. Et là, je ne vous parle pas d'un fantasme, je vous parle des fois, il y a du crédit social, hein, vous savez. Donc, bien sûr, les gens pensent à la Chine. Mais parce qu'il y a aussi, on voit qu'il y a des fois des tentatives de contestation qui sont étouffées, mais c'est pas que la Chine. Il y a d'autres pays asiatiques, y compris des pays que je connais très bien, où il y a une organisation comme ça de société, où les individualités sont lissées et où il y a une surveillance permanente qui est normale. Et je pense qu'on va vers ce modèle-là. Et pourquoi, à mon avis, on va vers ce modèle-là? C'est parce que c'est dans des systèmes sociaux où vous avez une forte concentration d'humains. Ça permet d'organiser les choses. Et donc on revient sur notre liberté individuelle classique. Enfin, vous n'iriez pas quand même jusqu'à dire qu'on vit sous le joug d'une dictature? C'est pas une dictature, c'est une forme d'organisation sociale. Tyrannie sanitaire, c'est ça? Non, c'est une forme d'organisation sociale. Au-delà cette phase sanitaire oblige certaines sociétés occidentales à s'organiser pour faire face, et donc à s'ultra-organiser là où elles pouvaient se permettre d'être plus bordéliques. Et donc de nous laisser nos libertés telles qu'on les connaissait dans la prospérité post-industrielle qu'on a connue, par exemple en France ou en Europe en général, en Europe de l'Ouest en général. Mais du coup, ça nous pousse vers un chemin vers lequel on serait allé peut-être plus lentement. Et le chemin vous voyez que les sociétés qui ont le plus réagi, qui ont le mieux réagi pour juguler comme ça la pandémie, sont des sociétés qui ont cette ultra-organisation comme ça, très stricte, très rigide, hein, mais alors oui, ça marche pour gérer une pandémie, une épidémie. Et d'ailleurs, peu de gens le savent, en parlant de cette pandémie, vous avez joué un rôle important, Joachim Son-Forger, au début de Lancet Gate, hein, vous avez été, si je ne me trompe, l'un des premiers à dénoncer l'étude publiée dans le célèbre journal de Lancet, comme étant une fraude scientifique. C'est monnaie courante, selon vous, ça? C'est basé sur la confiance, les systèmes de publication la corruption, les conflits d'intérêts dans le domaine de la médecine. Donc la confiance, ça marche jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde. Pharmaceutique. Oh, la pharma, oui, c'est compliqué. C'est une réalité, ça. Mais je pense que c'est une réalité qu'il y a des problèmes dans les domaines de recherche où il y a des intérêts privés. Parce que moi, j'ai déjà participé à des études où il y avait des intérêts pharmaceutiques. En tant que praticien? Oui, j'ai participé à des études pharmaceutiques. Parce que moi, comme praticien, moi, j'avais un cursus universitaire, je n'aurais pas été élu député. 6 mois après, j'étais probablement professeur des universités, là où j'étais, ou dans une autre université. J'avais assez de records pour être prof allez, maximum l'année qui suivait. Et puis, il faut que les auditeurs comprennent que moi, je suis pas fait député j'avais déjà des amis, ce qui m'a permis de réussir une belle campagne. J'y toujours. Et sauf que ce que j'ai accepté de faire financièrement, c'est de réduire mes revenus je vous dis pas diminuer par 10, mais parce que je vais choquer les gens, mais c'est quasiment la vérité. Donc, si vous voulez, c'est pas grave, je suis très heureux, j'ai pas besoin d'autant d'argent, ça sert à rien après on achète des bêtises. Vous n'auriez pas été député, vous dites que oui, vous auriez gagné 10 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Les salaires dans mon domaine, c'est 400 à 500 000 annuels.
Donc c'est pas un mystère, c'est connu. Mais donc oui, le pire qui peut m'arriver, c'est ça, c'est pas très grave. Mais pour ça, je vous dis, c'est très bien de ne pas avoir peur du lendemain en politique, ça permet de faire les choses honnêtement. Mais j'en reviens à nos moutons. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, probablement, dans le cadre de certains emplois publics, là moi où j'étais, c'est qu'on est moins corruptible. C'est-à-dire que notre service met à nos dispositions des moyens de recherche et de présentation de nos travaux qui nous permettent de ne pas accepter à chaque fois que l'hôtel 5 étoiles, que la voyage en business et que les à côté, soirées et autres amusements soient payés par des laboratoires. Et moi, mon patron m'a toujours averti là-dessus. C'est quelqu'un de très honnête, qui avait clairement des grands moyens de personnel, mais qui était quelqu'un de très droit de ce côté-là et qui m'a toujours prévenu. Alors ça n'empêche pas d'avoir travaillé pour l'intérêt privé. Moi, j'ai fait une fois une étude où une de mes étudiantes était financée par l'intérêt privé, mais il y avait des conditions. Et notamment les conditions, c'était de pas entrer dans nos statistiques, dans l'étude des données et dans la conclusion qui serait arrivée à la fin. Et c'était à prendre ou à laisser. Et en l'occurrence, moi je l'ai fait parce que c'était une société française qui fait des choses intéressantes et avec une relation de confiance de longue date. Et donc j'étais en confiance et ils ont donné des gages de leur confiance. Et c'était un sujet de santé publique important qui nous a permis de montrer l'innocuité d'un produit, notamment dans une population infantile. Donc c'était très bien. Mais j'ai vu le contre-exemple parce que j'ai vu justement... Ah bah tiens, excusez-moi de vous interrompre, mais là, je suis obligé de vous la poser cette question. La vaccination obligatoire et la vaccination des enfants. Oui. Vous êtes pour, vous ? On peut pas répondre blanc ou noir maintenant parce que j'ai pas les éléments sur l'avenir. Et un élément que j'ai pas sur l'avenir, c'est est-ce qu'on va avoir un virus plus pathogène qui arrive derrière ? Je sais pas. Ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a plutôt une diminution de la pathogénicité du virus SARS-CoV-2 dans le temps. Donc je dirais que si c'est le cas et que si c'est confirmé, je vois pas l'intérêt d'être excessif par rapport au niveau de risque. Voilà, ça c'est une inconnue que je ne maîtrise pas. Et sur le vaccin obligatoire, je pense parfois que la coercition très forte comme ça pousse les gens, notamment dans une société très rebelle comme la société française, à contourner. Et donc on obtient des résultats désastreux parce que s'il y a contournement, on ne sait plus où on en est. Et donc il y a des moyens d'être incitatif, si on veut être incitatif de manière correcte. Les Français tiennent à leur libre arbitre, et donc le faire de manière moins coercitive me semblerait tout à fait juste. Comme ça, on respecte la décision des gens, leur liberté individuelle. On en revient à un sujet d'avant. On n'est pas dans une société, nous, on ne veut pas vivre dans une société de mignons. On ne veut pas vivre dans une société où tout le monde est pareil et tout le monde accepte la même chose et vénère la même banane. Donc, c'est pas nous, ça. Et il faut lutter pour que ce soit pas nous. Moi, ma lutte culturelle, de faire vivre la culture française, c'est de lutter pour qu'on ne devienne pas ce type de société. Alors, Joachim Son-Forgy, il y a quelque chose d'étonnant lorsqu'on travaille sur votre vie, c'est que vous avez désormais 3 nationalités. La nationalité française, mais aussi la Suisse, et depuis l'année dernière, la nationalité kosovare. Alors la Suisse d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez fait le choix d'acquérir cette nationalité en 2018. Pourquoi ? Parce que vous y avez fait vos études et que vous y exercez encore ? Je vis toujours là-bas. Il fait meilleur qu'en France. L'air meilleur. Ouais, c'est moins varié que la France. Il y a souvent des lacs, une ville au bord de lac et une montagne au-dessus du lac. Mais vous y vivez en Suisse de manière... Oui, je suis à Genève. Mais puis je voyage dans ma circonscription. Il faut que je vais voir les gens. J'ai grand plaisir à le faire parce que c'est chez moi. Mais comment dire ? Moi, je suis allé là-bas parce que ça joignait ce besoin de ruralité que j'avais besoin de recouvrer. Que je trouvais ni à Paris, ni à Dijon, où j'ai passé aussi pas mal d'années. Il n'y a pas une petite contradiction, en toute honnêteté, entre être député de la République et puis vivre en Suisse ? On m'a proposé un job qui était parfait, il s'agissait de représenter les Français dans un pays où je vivais déjà. Donc il n'y avait pas la honte du parachutage, et c'était juste de convaincre les gens chez soi, quoi. C'était d'être prophète en son pays, c'était ça le job. Donc il y avait un enjeu, comme l'expression existe, ça veut dire que c'est difficile. Et l'autre côté, c'était honnête, parce qu'il fallait juste convaincre chez soi. Donc voilà. Donc c'était. Et à contrario, la France, elle devrait peut-être s'inspirer de la Suisse. Exactement, on peut en venir là, il n'y a pas de souci, parce que moi je crois beaucoup à la consultation populaire. C'est pour ça que j'ai soutenu les Gilets jaunes depuis le début du mouvement Gilets jaunes.
Vous êtes pour l'introduction d'une telle démocratie directe en France? Ouais, c'est bien. Il y a la décentralisation, et s'il y a même si on voulait pas aller vers autant de décentralisation que le modèle suisse, on pourrait au moins aller vers une consultation très régulière. C'est-à-dire que l'outil référendaire ne devient pas une espèce de botte secrète, de joker secret pour qu'un président sauve ses fesses, mais qui soit au contraire d'une telle régularité que les gens se sentent pas ignorés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une démocratie représentative qui fonctionne assez mal, comme j'ai pu vous le dire. Je pense qu'il y a une sociologie dans certains groupes parlementaires qui est assez détestable et qui fait que les gens ont des doutes, ont de très gros doutes. Et ils ont des doutes aussi envers la haute administration, ils ont des doutes envers une certaine reproduction des élites dans l'exécutif gouvernemental. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'introduire le RIC en France? On recevait il y a peu ici Étienne Chouard. Moi, oui, et puis qui n'est pas tout à fait de mon bord politique, a priori, mais j'ai pas, justement, ça réunit des gens de bords politiques très différents, cette histoire mais moi, j'ai déposé une proposition de loi en ce sens. Hein. Aucun référendum n'a eu lieu depuis 2005. Hein. Ma proposition de loi a été mise au placard. Vous le regrettez donc? Parce que moi, je pense qu'on doit consulter très très souvent. Ça doit devenir une habitude. Sur tous les sujets, y compris la peine de mort ou le mariage gay? Et on devrait le faire de manière assez... Alors il faut penser aux objets, comment on pose la question, quel est le timing du moment où on pose une question pour un sujet donné, surtout quand il est grave, comme le sujet dont vous parlez. Donc, sur l'immigration ou l'islam, grave au sens exemple. De la gravité, la sonalité de la question, pas grave sur le sujet. Hein. Mais non, on devrait être capable de poser beaucoup de questions. Sauf le cas en Suisse, sur l'immigration, pardon, j'y reviens à l'islam. L'immigration de masse, oui, ça a été posé. Il y a eu des référendums dans plusieurs cantons en Suisse. Exactement. Et puis tout le monde critique, il y a beaucoup de gens. Alors sur quoi faudrait un référendum aujourd'hui? Vous avez vu quand Éric Zemmour a voulu venir en Suisse, ils ont critiqué qu'il n'était pas le bienvenu parce que c'est cela, mais je vous rappelle que la Suisse a une majorité d'extrême droite, parlementaire d'extrême droite. Si on veut pas parler d'extrême droite avec le langage courant, hein, j'ai des amis à l'UDC, je le dis en souriant en disant extrême droite, mais la majorité UDC représente la majorité parlementaire en Suisse, c'est comme ça. Donc quand il y a quelques allumés de gauche, d'une gauche écologiste décroissante qui disait que M. Zemmour était le diable et qu'il n'avait pas à venir à Genève, je suis désolé, c'est pas que ça se passe. Il venait dans un pays qui a une majorité clairement de droite. Et bon, bref, mais j'en reviens à nos moutons. Oui, les trois nationalités. Et vous n'avez pas la coréenne, en revanche. Non, mais la Suisse, c'était normal. Ça fait depuis 2008 que j'y vis. La coréenne, vous n'avez pas souhaité l'obtenir puisque c'est celle de vos origines? Je pourrais l'avoir, mais au titre justement d'être adopté, il y a une exception où vous acceptez la binationalité, parce que d'habitude, les Coréens n'acceptent pas la binationalité. Donc, je pourrais, dans mon cas, parce que je suis adopté, et qu'il y a une loi qui est passée pour permettre aux adoptés de la recouvrer à titre symbolique, mais de la recouvrer quand même à titre plein et entier, en termes de droits civiques. J'ai pas fait les démarches parce que ça prend du temps et que je pourrais le faire. Mais je suis pas sûr que je me sens pleinement coréen, alors que j'adore ce pays. Hein. J'ai fait beaucoup de choses avec eux dans les échanges parlementaires. Je suis président du groupe d'amitié parlementaire. C'est probablement le pays avec lequel j'ai fait les plus grosses choses politiquement, où j'ai obtenu le plus de choses. J'ai réussi à obtenir des engagements du pays complets que j'ai ramenés à l'exécutif en France après des rendez-vous avec les ministres des Affaires étrangères sur des engagements lourds. Hein. Et donc des choses que l'ambassade n'arrivait pas à débloquer à l'époque, que j'ai débloqué moi. Donc j'ai fait de grandes choses avec eux. J'ai fait des choses sur la Corée du Nord assez incroyables, des débats avec un ancien secrétaire à la défense américain, avec des plus grands spécialistes de la question. Non, j'ai vraiment eu puis j'ai reçu beaucoup de délégations parlementaires et gouvernementales. J'ai reçu le président de la Corée du Sud, on a eu un dîner d'État ici, et il y a eu des choses. Il y a eu des choses incroyables avec ce pays et que je continuerai de suivre, même si un jour je fais plus la politique, c'est parce que j'ai quand même il y a des choses qui me fascinent hein, dans ce pays. Mais au titre justement, notamment des échanges politiques, je pense qu'il aurait été une forme de conflit d'intérêts d'être à la fois coréen et français pendant l'exercice de ce mandat où j'étais très impliqué dans les sujets coréens ou des sujets et les sujets de négociation commerciale entre l'Europe et notamment la France et la Corée qui étaient durs hein, sur l'allègement de barrières non tarifaires pour des importations de produits manufacturés français. Donc c'eût été compliqué. Le Kosovo c'est différent parce que j'ai été actif il y a très longtemps sur ce pays. Mais j'ai pas eu une activité politique pendant mon mandat qui était très forte vis-à-vis de ce pays. Voilà, qui était même quasiment négligeable. On va parler de cette actualité et de votre parcours politique, mais avant cela, j'aimerais justement vous demander à vous, Joachim Son-Forger,
C'est quoi être français selon vous? Allez, vous me reprenez loin. Ouais. C'est quoi par rapport à être suisse? Est-ce qu'il y a une différence Oui, notable dans alors la l'impertinence définition? est clairement plus française que suisse. J'y reviens. D'avoir des moods, quoi, en bon français, d'avoir une labilité émotionnelle plus forte, des Est-ce que vous excès faites comme Éric émotionnels. Zemmour la différence entre des Français de souche ou de sang et des Français de papier qui ont eu la nationalité mais qui ne se sentent pas réellement français, par exemple? Ça c'est sûr, mais la francophonie fait pas tout. Parce que la francophonie d'un Belge et d'un Suisse et d'un Canadien et d'un Français, à part, Elle fait pas tout. Mais ils parlent la même langue à quelques choses rigolotes près. Mais je parle de choses rigolotes en ce qui concerne seulement les Belges et les Suisses, je vous rassure. Non, vous voyez, je fais des blagues de français. Je m'excuse pour mes compatriotes suisses. Mais non, ça fait pas tout la langue. La langue, ça suffit pas en tout cas. Donc, il y a toutes ces choses inconscientes, il y a tous ces siècles passés inconscients qui nous forgent de manière subliminale parce qu'on les voit dans les livres d'histoire. Ça n'est pas qu'une situation administrative, une nationalité. Non, et d'avoir assimilé cette identité française, c'est extrêmement multifactoriel. Ce sont des odeurs de bouffe, ce sont les parfums des uns et des autres, ce sont des sensations sonores de nos villes et de nos villages. C'est des petits bouts c'est des noms de personnalités qu'on a vus dans la rue, on connaît pas, on sait que c'est rue un tel, on sait pas qui est la personne derrière, mais ça nous évoque quelque chose. Puis un jour on va fouiller, un jour on va regarder, un jour on va lire. Toute cette accumulation de choses pendant des années comme ça où on grandit sans savoir de quoi on parle, mais on entend, on voit, on perçoit, on touche, ça fait d'être français. Mais si vous vivez de manière quasiment autarcique dans un milieu familial qui vit encore intérieurement dans un autre pays, vous ne devenez pas français comme ça. Et je ne vise pas que les populations d'origine ou africaine ou maghrébine en disant ça. Je l'ai vu moi-même, par exemple, chez les Coréens, il y a un communautarisme assez fort comme ça, où les gens aiment se retrouver entre Coréens, c'est comme ça. C'est des gens qui sont très patriotes, très de ce côté-là, et qui ont un sentiment d'appartenance très fort, un modèle culturel très fort. Et donc les prénoms sont très très uniformes, souvent ces prénoms en une syllabe, enfin, souvent en deux syllabes séparées, de 3 lettres, souvent, 3 à 4 lettres, et 2 à 4 lettres, pardon, et c'est comme ça, et les gens portent on dit le nom de famille d'abord, puis le prénom en 2 syllabes, c'est commun, tous les gens ont un nom comme ça, puis eux-mêmes se font souvent un nom occidental, qui est notamment pour les chrétiens, parce que souvent un nom chrétien, un nom biblique, prénom biblique, mais ils ont une identité qui est toute forgée sur le même modèle, et il ne serait pas quasiment pas convenable d'avoir un autre type de patronyme. Donc voilà, donc ce sont des cultures très fortes comme ça, une espèce d'unicité très très puissante où les gens se retrouvent entre eux. Mais à nouveau aussi. Donc sur l'affaire des prénoms par exemple, ça vous en pensez quoi? J'ai une vision très paradoxale du truc. Zemmour. Non, j'ai une vision paradoxale du truc, c'est que moi je suis un homme libre, et je suis probablement plus libéral que conservateur. Je suis conservateur au sens où je vous l'ai expliqué avant, de la préservation du patrimoine, d'un savoir-faire et la nature, et de notre nature française, qui est très particulière et qui est très diverse. Et sur les questions sociales, ça fait que je suis souvent aussi plus conservateur, mais il faut creuser plus loin, que c'est pas une question de religion, ni d'a priori. Et tous les gens qui ont voulu faire de moi un homophobe, je trouve ça très triste, parce que, en l'occurrence, j'étais moi pour le mariage homosexuel, mais bon, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais je suis plus libéral sur plein de choses, sur le comportement. Alors justement, on va y aller sur les prénoms, le parcours politique, les prénoms, mais je me sens déjà très français, c'est plus facile. Pour certaines personnes qui ont un vrai problème d'assimilation au modèle français, je pense que c'est bien de leur donner le b.a.-ba, puis après ils prendront leur liberté toutes les façons qu'ils voudront, mais il faut déjà que certaines personnes arrivent à se sentir françaises. En tout cas, vous, au niveau des libertés du parcours politique, vous les avez prises, hein, puisque donc vous avez commencé au Parti socialiste suisse, et puis donc, bon, je vais passer un peu rapidement sur cet épisode. Vous avez été ensuite rejoindre Emmanuel Macron, c'était en 2017, et son parti En Marche. Vous avez été élu député donc en 2017 dans la 6e circonscription des Français établis hors de France, qui comprend donc la Suisse et le Liechtenstein. Première question, Joachim Son-Forger, qu'est-ce qui vous a attiré chez Emmanuel Macron et En Marche? Vous aviez fait la campagne autour de lui en 2016 et 2017. Je l'ai connu très tôt, enfin j'ai dû connaître début 2016. Non,
franchement, le type, il est sympathique, il est attachant. On avait des amis communs qu'on s'est découvert assez tôt, en plus, dans cette histoire. Vous étiez proche de Richard Ferrand Non, pas vraiment. Non, pas trop. Il est gentil. Non, il est pas gentil. Il est pas gentil. Il a une bonhomie, mais c'est pas mon copain, j'entends. C'est ça que je veux dire. C'est pas des intimes, hein, ces gens pour moi. Hein. Les bébés DSK, pour moi, c'est pas du tout des gens intimes. Vous étiez proche de beaucoup de cadres de la Macronie, c'est ça que je veux dire. Oui, mais proche, c'est pas tant. Je suis proche de. On a des vrais amis communs, je dirais, avec le président. Des amis de notre vie privée. Pas des gens de la politique. Ça, c'est des collègues de travail, j'appelle ça. J'appelle pas ça des amis. Des vrais amis, c'est autre chose. Donc, des amis de sa vie d'avant et de ma vie d'avant. Et puis voilà, qu'on garde dans notre vie d'aujourd'hui. Donc ça m'a De qui étiez-vous proche? Donc ça m'a. Non, mais c'est des gens qui sont pas connus dans la sphère publique. Donc ça n'a pas d'intérêt de le dire, mais surtout ce sont des gens moi, auxquels je suis attaché et que lui apparemment est aussi attaché. Donc ça a juste achevé de me confirmer que oui. Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience En Marche, par exemple? Ben moi, il me reste ça, c'est-à-dire que j'ai eu confiance à une personne et je garde un contact. Je crois jusqu'alors, ou en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un contact régulier et amical. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été déloyal envers lui? Non, je sais pas. Moi, je suis juste humain. Je suis moi, et lui, il est lui. Je suis pas un vassal, moi. Enfin, vous avez été élu sous ses couleurs. Mais lui, il a gagné de l'argent pour sa campagne grâce à moi. Balle au centre. D'accord. C'est un point de vue. Mais moi, je fais du business aussi. Vous savez, je suis pas. Là, c'est une relation. Ça, c'était une relation de travail. Mais derrière, il y a une relation d'amitié parce que je me suis toujours permis une impertinence l'un avec l'autre. Comme tous les gens normaux, on s'est les 2 premières fois qu'on s'est vus, on s'est vu, vous voyez, c'était très courtois comme ça. Puis après, voilà, je vous dis, on s'est découvert des amis en commun, un peu d'impertinence commune. On a fait des belles choses ensemble. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez quitté l'AREM? Donc c'était en 2018, oui, je vais vous suite dire de différentes polémiques. Oui, c'est dommage parce que, comme je vous dis, le président, j'ai fait plein de choses. Et le truc de l'Aquarius, on a fait ça vraiment à 2. C'était super. On a eu des moments, on a fait des choses en commun là pour les. Alors ça c'est pour le bon, mais vous avez été notamment accusé de soutenir. Il y a plein de choses. Alors il y a eu pas mal de choses. Soutenir des propos jugés homophobes de Marcel Campion. Oui, ça j'aurais pu. Oui, ça, tenir vous-même des propos sexistes à l'encontre de la sénatrice. Pour Campion, j'aurais peut-être pu m'éviter, je suis d'accord. Les propos sexistes à l'encontre de la sénatrice Esther Benbassa. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que vous voyez depuis que Mme Benbassa, elle a des gros problèmes pour des questions de harcèlement sur le personnel, etc. Je parlais à mon personnel, s'il y a quelqu'un qui sort, ils se battent pour rester au bureau. Donc, de toute façon, on ne traite pas les gens de la même façon, donc ça fait une première différence. Alors, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, les cadres de la Macronie, en plus, à ce moment-là, je défends Mme Macron. Bref, c'est tout. On ne va pas revenir sur ces épisodes, ça n'a aucun intérêt. Je vais même oublier certains détails moi-même. Cette dame, en plus, elle a des idées politiques infâmes, mais ça, c'est même pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'à ce moment-là, un cadre important de la Macronie veut me convoquer en conseil de discipline pour me dire « tu as un comportement sexiste, c'est inadmissible ». Et le type qui me convoque, c'est un type qui, à ce moment-là, il y a tous les journalistes de Paris qui courent après tous les macronistes pour savoir si oui ou non, il a été responsable de choses non désirées sur une dame qui travaillait pour des gens dans la Macronie. On va pas donner de nom parce qu'après, ça va faire un pas de c'est pas possible. Mais l'affaire n'est jamais sortie, je crois. C'est quelqu'un de connu. Tu peux. Il y a eu des arrangements. Ah non, mais là, vous pouvez pas porter d'accusations comme ça. Si, je parle des accusations sans donner de nom. Donc je dis juste qu'à ce moment-là, il y a quand même des choses un peu particulières. C'est-à-dire que la personne qui me convoque pour me parler de. Ça, on peut le retrouver facilement. Vous chercherez vous-même. Ça peut être plein de gens. Donc du coup, c'est bien. Mais il y a on va dire que c'est une fiction. Alors, disons que c'est une fiction. Et à ce moment-là. On va mettre du conditionnel. Et à ce moment-là, cette personne, si j'avais été à ce moment-là en conseil de discipline, donc une personne qui était de toute vraisemblance, parce que je connaissais un des protagonistes très proche de cette affaire, voire acteur de cette affaire, tout semblait vrai. Et donc, me faire convoquer pour un procès en sexisme de la part de quelqu'un qui, vraisemblablement, avait un comportement relativement déplacé. Oui, on sent quand même une pointe d'amertume après ce départ de La République En Marche.
Mon destin aurait été peut-être un peu différent, en tout cas différé, parce que j'aurais été, je sais pas, c'est pas exclu que j'eût été secrétaire d'État, je sais pas quoi, non, mais je m'entendais bien avec tout le monde dans cet univers. J'ai quand même servi pour justement que ce parti montre ses engagements démocratiques, quitte à faire le punching ball. Néanmoins, mes interventions en termes de géopolitique, elles étaient reconnues. On a fait des grandes choses avec le président. Vous gardiez un lien avec Emmanuel Macron? J'avais un très bon lien, j'ai toujours un très bon lien avec le président. C'est pas vous êtes toujours en contact avec lui? Mais je connais mieux Emmanuel Macron que je connais Éric Zemmour, hein, très sincèrement. J'ai un lien qui a poursuivi jusqu'à maintenant on s'envoie des pics de temps en temps pour rigoler, mais comme deux amis. Et après, c'est pas, je vois pas tous les jours, donc je sais pas quoi vous dire. Il y a une relation de connivence quand même, mais il y a aussi de l'honnêteté. Donc je suis pas d'accord avec lui. Je dis, je suis pas d'accord du tout. Mais aujourd'hui, excusez-moi, Jacques Forgy, on a dit la même chose, c'est tout. Du mal à s'y retrouver. Vous revendiquez de quel bord politique? Vous êtes plutôt de droite? Moi, je suis pas un homme de parti, d'une part. Oui, je suis de droite, ça c'est clair. Mais moi, je suis pas un homme de parti. Et au-delà de ça, j'ai pas l'habitude de me comporter comme un vassal à qui que ce soit. Donc les gens, ça fait très longtemps que je sais pas, c'est le hasard. Ça fait très longtemps que je connais plein de gens de plein de niveaux sociaux, de très en bas jusqu'au très en haut. Si encore on peut essayer de classer les gens comme ça, je crois que c'est une erreur. Mais donc je vais vous dire, même pas peur. Je veux dire que la personne soit chef d'État, qui pèse beaucoup d'argent ou pas. Moi, j'aime le cœur des gens. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je suis pas tremblant en train de lui écrire un texto, vous voyez, je veux dire, mais vous êtes souvent assimilé aujourd'hui. C'est ça, c'est les gens de la politique qui font ça. Je les vois, ils reçoivent un texto du président, ils sont émus comme si la grâce était tombée sur eux. Mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous, quoi. Donc, faut se calmer 5 minutes. Il y en a qui vous qualifient d'extrême droite, comme on a coutume souvent de le dire. Oui, je sais pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'être juste de droite, et puis on est d'extrême droite. Et vous savez, je viens de vous expliquer les raisons de mon départ. C'est pour une raison féministe. Dommage. C'est pour ne pas couvrir des abus sexuels. J'ai un truc contre ça, qui est très personnel. Vous savez, je viens d'une famille où moi j'ai été sujet à de la maltraitance. Il se trouve qu'à cette époque-là, c'était Maître Dupond-Moretti qui a avalé tout l'argent de la famille en frais d'avocat. Si vous voulez, moi j'ai du mal avec un ministre de la Justice qui pour moi a été un défenseur de pédophiles devant moi. Donc si vous voulez, il n'y avait pas trop d'intérêt pour les gens de la famille concernés. Donc si vous voulez, voilà, il y a certaines choses, on est tous le chevalet blanc de quelque chose. Moi, c'est ça. Moi, j'aime pas les gens, j'aime pas les abuseurs sexuels, quoi. J'aime pas les forceurs. C'est chacun son délire, hein, mais moi, ma ligne rouge, c'est ça. Donc, ma ligne rouge, c'est de pas accepter les gens qui font. J'ai du grand respect pour les gens qui sont libertins, qui font plein de choses entre adultes consentants et avec joie et bonne humeur, et du sexe qu'ils veulent, du reste, et qui montent le genre de famille ou le genre d'union plus ou moins long qu'ils ont envie de monter. Tout ça est très bien, c'est très français. Mais être forceur, c'est pas très français, c'est un gros connard. Et donc moi, quand il y a des gens qui se comportent de manière désobligeante, où il y a de fortes suspicions qu'ils se soient comportés de manière extrêmement désobligeante, ben moi je ne reste pas à bord du même navire que ces gens, c'est tout. Les choses sont très simples. Donc oui, je suis droite, mais ça m'empêche pas d'être profondément féministe, parce que je pense que les femmes et les hommes à travail égal doivent être payés de la même façon, que je sais pas, voilà, il y a plein de visions de la femme qui sont avilissantes. Moi-même, je préfère que ma fille aime les super-héros, qu'elle soit habillée avec des vêtements chinois de Blanche-Neige, ça va, quoi. Donc, oui, c'est marrant, parce que les gens font poser des clichés sur moi qui sont très décalés par rapport à ce que je suis vraiment. Et oui, ça peut me chagriner parfois, mais parfois c'est de ma faute sur la façon dont j'ai présenté les choses. Mais c'est quand même la même façon que quand on me voit avec des armes à feu, on dit oui, ça y est, c'est un violent, il y a la traite. Non, j'explique, j'ai une histoire avec des arts martiaux de longue date, qui est du développement personnel, qui est une fascination pour aussi le sens de la balistique. C'est un truc qui est très humain, c'est qui nous distingue de l'animal, d'être par exemple l'opposition du pouce, ou le fait de projeter un outil avec hors de soi, cette capacité à se téléporter hors de soi, ou par son intelligence, ou par ses émotions, ou par l'internet, aujourd'hui par la science, ou par l'outil. C'est quelque chose qui est très humain. Donc moi, ça m'intéresse de pouvoir regarder ces fonctions qui sont très humaines, les pousser à leurs limites, les apprendre, les acquérir. Donc, soit vous êtes bas de plafond et que vous dites ouais, il est d'extrême droite parce qu'il aime les armes et parce que apparemment c'est un gros macho de droite.
Non. Et quand je tiens des propos contre la PMA, contre la GPA, vous savez, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens très informés d'extrême gauche qui sont aussi qui sont profondément contre ce type de dérive technologique, de technologisation, de marchandisation de l'humanité. L'eugénisme est profondément de gauche dans son histoire, dans l'histoire des sciences. Donc, voilà, on peut faire des raccourcis hâtifs. J'en ai vu là, quand j'ai défendu des arguments contre l'allongement du délai légal d'IVG à 14 semaines. Et les gens qui en face de moi étaient malhonnêtes. Ils n'ont pas écouté mon intervention. Ils avaient des interventions prêtes à l'avance, donc ils faisaient des choses différentes eux-mêmes. C'était lunaire. Donc j'aime pas la malhonnêteté. Et en l'occurrence, voilà, je suis parti de La République En Marche pour une raison féministe. Peut-être je me trompe, peut-être que l'histoire que je crois savoir vraie de la personne que je crois savoir coupable de quelque chose, peut-être qu'elle est fausse. Mais moi, de bonne foi, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie de bonne foi parce que les personnes concernées, je les connaissais et on m'a confirmé, on me l'a dit une fois de manière très précise que c'était vrai. Et donc cette personne à l'époque était un ami et cette personne très proche de lui était sans doute victime de choses pas très normales. Moi, ça me rappelle des très mauvais souvenirs, des choses que je n'étais pas capable de défendre moi à l'époque, que des gens ténors du barreau pouvaient défendre contre les intérêts de victimes. Alors vous me direz, chacun a le droit à une défense, ok, très bien. Moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Pour des raisons très intimes. Et c'est tout. Donc, ce genre de gens et ce genre d'actes, je ne valide pas. Donc, je suis parti de circonstances. Ce n'était pas pour faire le buzz au départ. Je n'ai pas d'envie de faire le buzz. Je vous dis, j'avais des portraits comme ça dans tous les magazines, tous les quotidiens. J'étais sur la rampe en mode, il n'y a plus qu'à attendre ça avec un petit quelques mois et c'est bon pour l'étape d'après. Aujourd'hui, je ne crois pas que cette étape d'après soit très importante. Je préfère la liberté d'un parlementaire qui n'est pas justement soumis à l'exécutif est beaucoup plus intéressante que d'être ministre. Ministre, c'est une chose que vous ne refusez pas quand même quand on vous le demande. Je crois que qui que ce soit vous le demande pour votre pays, vous le faites. Mais c'est pas du tout une fin en soi, comme c'est pas le Graal. À l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui devait être ma mission. Là, c'est intéressant parce que justement, le ministre de la Justice avait toujours dit qu'il n'irait pas. Et finalement, il a accepté d'être ministre. Moi, je vous dis que si qui que ce soit qui me demande, qui est président de la République, ou Premier ministre, et qui me demande d'aller dans le gouvernement, je le dirais, qu'il soit de droite ou de gauche, ou pas, parce que c'est une mission qu'on refuse pas. Quand on est français et qu'on fier son pays, on va servir son pays. C'est une des missions suprêmes qu'un pays vous offre. Et même si vous êtes aux ordres, vous êtes important, vous essayez de faire ce que vous pouvez pour faire quelque chose dans le domaine thématique qu'on vous demande de le faire. Les gens qui refusent des médailles pour faire semblant de refuser des médailles, il faut arrêter. Enfin, c'est un acte de mégalomanie suprême en vérité. Ou de couardise totale, quoi. Donc non, faut pas accepter ça. Donc, je pense que ma réponse est plus convenable que celle de quelqu'un qui dit ah jamais, nanana, puis voilà. Donc j'ai un respect tout à fait modéré justement pour les mercenaires de la vérité. Vous voyez, alors il faut bien tous les métiers, hein, mais bon, on vous dit tous les métiers sont respectables. Je sais pas, moi je suis pas sûr que le trafiquant de drogue soit très respectable. Pourtant c'est un métier. À un moment, on peut vous dire que oui, je sais pas, tu ragages, c'est un métier aussi, quoi. Est-ce que c'est très respectable? Je suis pas certain. À part dans les imaginaires, John Wick, j'adore. Mais si vous voulez, avocat défenseur de pédophiles, moi je crois que c'est pas un métier respectable, non? Joachim Son-Forget, la campagne présidentielle, ça y est, elle est plus que jamais lancée. Ça n'aura échappé à personne que cette fois, ça y est, Éric Zemmour est candidat. Vous le soutenez, Éric Zemmour? Je le soutiens parce que j'ai rechigné, parce que les jeunes qui sont dans son équipe, ils me connaissent. J'étais pas convaincu de tout au départ. Je suis au sens que, voilà, moi le sujet identitaire, pour moi, comme dans mon vécu, il n'est pas un sujet parce qu'il est vécu, quoi. Enfin, il est vécu comme un acquis, quoi. Je me suis jamais posé la question pour moi-même, et je suis pas toujours exposé à ces problèmes, justement, de perte d'identité vis-à-vis de la France. Qu'est-ce qui vous plaît chez Zemmour? Ce qui me plaît, c'est qu'il a lui dégage une vraie humilité sans sens du spectacle, et que cette humanité-là, pour moi, elle est importante. Ça, c'est la première chose.
Ah, comme vous, il casse les codes, en tout cas, ça, il repousse les lignes Oui. du politiquement correct. Oui, mais c'est pas non plus ou est-ce que délirant. c'est vraiment un engagement de conviction J'ai fait bien pour pire que lui. Hein. J'ai vu, c'est jamais déguisé en oiseau bleu sur un plateau de télé. Hein. Oui, non, ça c'est vrai. Plaisir. Il y a encore de la marge. Oui, bon, c'était peut-être une erreur. Vous le regrettez, ça? Oui, c'était peut-être comme défendre Campion. J'ai peut-être été trop loin sur ce coup-là. Vous savez, parfois on fait des erreurs. Mais Cyril Hanouna, peut-être, vous en pensez quoi? Parce que bon, vous avez je sais pas. Il m'a donné droit, il m'a donné une audience et droit à parole à deux reprises, autre que ce passage-là. Et qui était très importante pour moi en termes d'audience, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Voilà. Sur son plateau, il y a aussi des gens que j'aime bien, donc non, faut pas réduire. On peut pas juger à l'emporte-pièce. Comme médiateur pour près de la présentation de mes idées, il a été utile, donc pas dire du mal. Maintenant, est-ce que oui Les propos de Zemmour sur l'islam ou l'immigration, ils ne vous choquent pas? Ils ont été précisé au journal télé récent que son combat, c'est pas. Il a dit qu'il serait le président de tous les Français de confession musulmane. Il est obligé de le dire. C'est fou. Enfin, il a dit quelque chose qui était quand même aussi assez ambigu. Il a dit qu'il ne confondait pas les musulmans et l'islam. Il y a une conjonction il y a une conjonction avec une proposition derrière. Donc ce qui, il parle il désigne quelque chose que moi j'appelle plus directement l'islam politique. Il ne parle pas de distinguer les musulmans de l'islam. C'est n'importe quoi, ça. La phrase est plus longue. Il faut être honnête. Donc, dit comme ça, c'est vrai que pour les non-initiés, ça peut faire croire qu'on parle juste de l'islam tout court. Non. Vous comprenez en tout cas que ça puisse paraître étonnant pour certains, soit une personne d'origine étrangère comme vous qui soutiennent Éric Zemmour. Oui, mais j'en connais plein d'autres et je connais des musulmans notamment. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je suis très tranquille. Mais l'islam politique, il parle d'un phénomène de lobbying qui n'est plus de la religion. C'est pas de la religion. Les gens sont choqués parce qu'on a l'impression qu'on attaque leur fort intérieur. Mais ça, nous, on laisse. Il parlait quand même de la pratique de l'islam. Par la pratique de l'islam qui est influencée et payée par des forces étrangères qui clairement ont une vision colonialiste qui utilisent les religions à des fins coloniales. Mais de la même façon que la politique des nouvelles routes de la soie de la Chine, c'est pas religieux, mais c'est une politique coloniale, néocoloniale dans le monde entier. Donc, et est-ce que la France doit se défendre? Oui, je vous dis oui. Et la France, pour le moment, joue malheureusement trop en défense et en défense arrière. Donc là-dessus, oui. Après, est-ce qu'il faut faire de l'immigration et des questions d'identité l'alpha et l'oméga de cette campagne? Je pense pas. Mais je vois aujourd'hui qu'il présente différents points qui commencent tous par un i, du reste. Vous pensez qu'il a une chance de gagner? Ah oui, moi je crois qu'Éric Zemmour va gagner et être président de la République. Écoutez, j'aime bien les paris, chacun prend son risque. Plus le risque est grand, plus la possibilité de gain est grande aussi. C'est ça, mais moi j'ai pas de gain pour moi-même directement parce que le gain pour moi-même le plus équanime ce serait de rester député dans ma circonscription. Je trouverais ça très sympathique. Une ambition de ministre, je vous ai dit, si quelqu'un me l'offre un jour, j'en dirais pas non. Y compris Marine Le Pen? Mais moi c'est pour le pays. Donc si Marine Le Pen accède au pouvoir et qu'elle vous propose d'être son ministre, je suis pas un homme de parti, oui. Vous accepteriez? Pourquoi pas? Je suis pas un homme de parti. Non mais c'est intéressant, là, soyons clairs. Je suis pas un homme de parti. Si Marine Le Pen accède au pouvoir et qu'elle vous propose d'être ministre dans son gouvernement, vous irez? Elle va pas proposer. Écoute, c'est pas ministre n'importe quoi. Hein. Moi, je prends des missions régaliennes normales pour un pays normal, pour faire du bien à ce pays normal et aux gens qui y vivent de manière normalement. Enfin, de qui y vivent. Point barre. Non, parce que on pourrait extrapoler. Il avait accepté d'être ministre de n'importe quoi avec n'importe qui. Je vois déjà le truc. Donc je vous préviens, c'est pas ça ma réponse. Ma réponse, c'est. Alors c'est quoi les conditions? Les conditions, c'est un exercice et portefeuille libre. Que vous accepteriez. C'est un exercice libre de sa mission dans le cadre d'une mission régalienne, préférant dans des domaines où j'ai des compétences et qui me permettent de faire le bien pour les gens qui vivent en France. Sauf événement absolument improbable, à notre connaissance, Marine Le Pen, elle est dans le jeu démocratique et donc elle exercerait le pouvoir avec un gouvernement qui serait mais je pense que tout aussi légitime que son élection l'aurait été. Madame Le Pen n'a jamais dit qu'elle mettrait dehors tous les Arabes de France et M. Zemmour n'a jamais dit ça non plus. Et aucun des candidats à cette présidentielle ne dit des choses ignobles de ce type-là. Donc il faut faire très attention à la réduction comme ça d'extrême droite. Alors je vous la pose différemment. Parce que c'est pas quel poste souhaiteriez-vous occuper, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ou un ministre, ou un candidat issu de la gauche qui vous le propose? Moi, si un jour je devais avoir des fonctions exécutives, les choses qui m'intéressent, c'est les ministères de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères. C'est des choses c'est de mes domaines de passion. Les gens me connaissent pas comme ça parce qu'évidemment, je peux pas faire la publicité de
ou d'une érudition ou d'une activité dans ces domaines. C'est des domaines où il faut être plutôt discret. Donc, mais c'est ça le fond de mon travail. Comme parlementaire, j'étais à la commission des affaires étrangères, puis j'étais à la commission de défense. Je connais très bien les unités militaires de notre pays, je connais leur action à l'étranger. Je connais bien les sujets de l'armement léger qui font partie de mes sujets de prédilection, les sujets de l'industrie de défense. La culture, ce serait plus improbable, hein, parce que vous avez dit la culture française va de Diderot à Booba. Vous maintenez ces non, propos. alors je l'ai dit. C'est pas très Zemmour compatible, hein, si je peux me permettre. Bien, vous êtes, non, vous allez me. Oh, c'est pas vrai. Il a un point faible, hein, je pense, Eric, sur la culture. Les gens de la culture sont actuellement toujours assez réticents vis-à-vis de ce qu'il est, probablement parce qu'il y a une diabolisation très forte dans les médias ces dernières semaines, qui le fait être comparé. On lui fait le même coup qu'on a fait à Jean-Marie Le Pen à l'époque, quand bien même il n'a pas tenu de propos très polémiques, je trouve, en vérité. Alors oui, un peu de tir à corriger pour qu'il explique vraiment son respect de la femme, sur son je crois juste que c'était un point de vue un peu analytique et pas un point de vue misogyne. Et sur la partie culturelle, lui-même est un homme cultivé, un homme qui mangeait du livre, donc c'est clairement un homme cultivé, il n'a pas à le démontrer. Par contre, son entourage a peut-être plus à démontrer sur le fait qu'il y a des gens de lettres, il y a des gens de culture, et que les gens de la culture ne sont pas trop frileux de s'afficher autour de lui, et ça c'est un vrai enjeu. Je disais que j'étais probablement à la droite d'Emmanuel Macron, c'est très probable, et si je suis à la gauche d'Éric Zemmour, je suis très content de cet honneur, parce que moi, ce sont des milieux où j'évolue beaucoup, les milieux en tout cas, j'ai des amis dans le milieu du théâtre, dans le milieu du cinéma, j'ai des amis dans le milieu des lettres, dans le milieu de la musique. C'est un peu mon environnement de vie d'avant, mon environnement de vie avant politique. C'est vrai que vous avez une forte conception quand même de la mise en scène, hein, puisque, excusez-moi, vous êtes connu quand même pour vos coups d'éclat également. C'est même, on peut le dire en partie grâce à ces coups d'éclat que vous êtes fait connaître. Est-ce que vous prenez du plaisir, Joachim Son-Forger, dans la provocation ? Non, attendez, c'est pas vrai. Non, oui, mais à condition que la provocation soit utile. Alors parfois, je dois bien vous l'avouer. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire du buzz ? Est-ce qu'il y a toujours une visée politique derrière ? Parfois, vous vous laissez entraîner quand même. Ça, c'est possible. Parfois, vous avez une idée au départ et vous allez plus loin que votre idée parce que vous pensez pas quand on est député, on doit quand même s'astreindre un peu de tenue dans certaines circonstances. Oui, d'accord, mais je serais d'accord à partir du moment... Représente la France, la nation, il y a certaines règles de bienséance. Je serais d'accord à partir du moment où tous mes collègues seront irréprochables. Or, j'ai vu des gens accepter d'adopter des postures pour, franchement, pas grand-chose, qui allaient leur rapporter derrière en intérêt personnel. À nouveau, pas faire des noms, parce que on va avoir des problèmes. Il faut avoir un peu de courage aussi en politique. Non, faut pas être suicidaire en politique. Ouais. Mais j'ai vu des gens quand même pas très, ou qui faisaient honte à la fonction. J'ai vu des gens faire du bruit devant des familles éplorées dans des hommages aux invalides de militaires là qui étaient là dans le cercueil et on disait aux familles de se taire parce qu'elles les dérangeaient dans leurs petites discussions. J'ai vu des choses infâmes comme ça, quoi. J'ai vu les picassiettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai vu des gens qui savaient pas se tenir. J'ai vu des gens manquer de respect à des gens de la société française bien plus importants qu'eux, mais qui n'étaient même pas capables de reconnaître ou de comprendre leur génie. Je comprends qu'il y a un problème avec la fonction de représentative, de démocratie représentative, parce que on a des mauvais ambassadeurs des Français, le casting est... Enfin, en même temps, vos semblables, beaucoup ont dénoncé votre faible présence à l'hémicycle. Alors, c'est non, moi je viens... parce qu'ils aiment bien faire les pantins pour prendre leur tour de garde en marche, et lever, baisser la main, regarder leur iPad, faire jouer à Candy Crush. Très bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils passent leur temps à user leur froc sur des bancs pour des textes sur lesquels ils ne sont pas impliqués, sur lesquels ils n'ont pas déposé d'un moment, sur lesquels ils n'interviennent pas. Moi, il se trouve que quand j'interviens, il y a beaucoup de Français qui écoutent. Et je suis très ému, il y a beaucoup de Français que je voulais toucher moi, les gens qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Par exemple, les gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un avocat, qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets. Moi, je suis là pour être le commis d'office qui a un niveau quand même suffisant pour que la voix porte et que ça leur serve de mégaphone. Je suis payé par eux pour ça. Et malheureusement, ça ne sert pas à mes intérêts dans ma circonscription, parce que je suis l'élu des Français plus riches, plus fortunés, qui ont moins de problèmes. Et c'est possible que eux, qui votent très à l'étiquette, ne votent pas pour moi la prochaine fois. Donc oui, en effet, ma seule façon d'être réélu par eux, vu qu'ils votent beaucoup à l'étiquette, c'est leur avoir démontré que je faisais des choses pour eux et que je travaillais. Et ça, je le fais parce que vous voyez, les Français ne voient pas, mais il y a la communication plus provocative, mais ils reçoivent une communication très factuelle, précise de ce que je fais tous les mois.
depuis le début du mandat. Et je pense que ça paiera. Mais on verra, peu importe. Mais mon risque, c'est de ne pas m'occuper de ces Français trop favorisés. Je saute plein d'événements qui, pour moi, ne servent à rien, qui sont cosmétiques. Mais moi, je m'occupe des pauvres gens, moi. Je m'occupe des gens qui n'ont pas les moyens de porter leurs idées. Et parfois, ils me le rendent bien parce qu'ils ont porté de mes idées dans la rue. Donc, c'est donnant-donnant. Et moi, je suis là pour aider les gens pour lesquels une partie de la France a du mépris. Une partie de forme de bourgeoisie française qui a du mépris pour les pauvres gens. Et vous ne pensez pas que ça peut parfois, moi, j'ai pas de mépris pour les pauvres gens, les j'ai grandi avec de peut-être aller dans certaines émissions, donner une image, je le disais, de votre fonction qui ne soit pas celle qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je suis comme tout le monde, donc j'ai peur. Là, j'ai 6 mois qui me restent. Peut-être que je vais... Moi, vous savez, la notoriété, elle me soigne. Parce que quand j'en avais pas, j'étais peut-être plus aigri. C'est possible. J'ai besoin de ça. Voilà. Donc, je faisais de la scène, je faisais de la musique. Alors, je suis un impératif, je fais de la musique baroque, ça attirait que des vieux. Il n'y a pas beaucoup. mais en tout cas... Ah, vous êtes un homme politique ou vous êtes un showman? Non, mais j'ai besoin de l'altérité. J'ai besoin de l'altérité, de la reconnaissance de l'autre pour avancer. C'est un moteur, comme les gens qui font acteurs pour ça, parce qu'ils ont besoin de ça. Et moi, quand j'ai ça, après, j'arrive à être assez rationnel et de faire des choses bien. Chacun son problème. Moi, je connais mon problème, il est un peu celui-là. Je me suis calmé, et ce qui me rassure, c'est que, par exemple, il y a peut-être des gens qui croient que je suis plus député. Et qui viennent me voir dans la rue. C'est vrai qu'on vous voyez moins depuis un petit moment. Oui, mais c'est un reface de jachère volontaire. Ah, c'était votre fait. Oui, je pense qu'il y avait un moment où il y a eu trop de surenchère. Tout est planifié. Tout était planifié avec un retrait à un moment donné volontaire parce qu'il faut souffler, quoi. Les gens, ils ont besoin de phases de repos, y compris moi-même. Vous savez, quand vous êtes pris par une spirale comme ça médiatique et d'attention quotidienne, c'est à la fois bien, comme je dis, pour soigner ma névrose, mais beaucoup de gens ont un problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur dose comme ça de notoriété, et c'est dur de retomber. L'inquiétude de savoir ce qui va se passer demain, vos revenus qui changent, bon, ce ne sera pas un problème de revenus, mais ça peut être inquiétant, il faut l'avouer, il faut le dire. Eux, ils ne l'avouent pas, le problème c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, substituent, ou ils substituent, je sais pas, avec la violence, avec la drogue, en cherchant une autre forme de notoriété, je sais pas, les gens trouvent plein de stratagèmes, mais c'est pas très sain, c'est parce que cet apport exogène comme ça d'amour et de reconnaissance, votre cerveau s'en sort pas indemne. C'est pour ça que les présidents vieillissent si vite pendant 5 ans. C'est pas anodin comme ce que ça déclenche comme tempête de neurotransmetteurs dans vos cerveaux. C'est pas une situation d'homme normal d'avoir autant d'interactions, autant de reconnaissance ou d'aversion de la part des gens. Donc oui, je me pose des questions comme tout le monde sur ce qui se passera dans 6 mois. Je sais pas quelle chose je vais être mangé. Je me prépare éventuellement à faire d'autres choses, mais on est des fois victime des événements. Éric Zemmour, il est victime. Vous auriez envie de retourner d'une forme d'irrationalité, d'amour des gens qui tombent, mais tant mieux pour lui. Comment? Vous pourriez retourner de manière plus intensive à votre métier. Oui, mais pas tous les jours. Ouais. Pas tous les jours, parce que j'aime le faire. Mais si je suis dans une routine de métro, boulot à l'hôpital ou au cabinet et remétro dodo, c'est pas pour moi. Et je me sentirais profondément inutile dans la société. Je me sens utile dans la société quand je fais des choses qui vont... vous voyez, j'ai ce fil rouge, je vais parler de mon attachement pour la nature, le comportement des gens, le rôle de la science comme orthèse ou comme prothèse pour aider l'humain à être mieux, pas pour se transformer comme le voudrait le courant transhumaniste, en faisant faire l'humanité au profit de quelque chose d'autre, mais comme une sorte d'assistance comme ça, qui sort de notre génie créatif, mais la transmission d'un savoir-faire, comme ça, d'une chaîne de transmission qui fait la beauté de la France, ça c'est mon fil rouge. Et mon fil rouge depuis que j'ai 10 ans, depuis que je m'emmerde à la maison, jusqu'à mes 17 ans où je m'emmerdais toujours à la maison, j'ai eu le temps de me développer une sorte de fil rouge, de trame, de choses que je voulais façonner au long de ma vie. Donc c'est passé par la politique à un moment donné, peut-être ça passera à la politique plus longtemps que j'ai prévu, et si c'est ça, tant mieux, je vais peut-être continuer. Mais ça peut passer par de l'art. Vous savez, les gens, par le cinéma, arrivent à passer des messages incroyables. Il y a plus de monde que la politique est capable de le faire. D'autres arrivent à le faire par la musique, d'autres par l'écriture. Vous pourriez devenir acteur. Je ne sais pas si mon jeu est incroyable, mais je dois faire un peu de théâtre dans pas longtemps, a priori. Ah oui. Mais c'est en négociation, on va parler tout de suite. Mais
il y a peut-être un galop d'essai d'ici la diffusion de ce moment. Non, à la suite de mon fil rouge, et peut-être qu'il passe encore par la politique en plus, peut-être pas. Je suis pas persuadé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi, même dans mes missions professionnelles hors politique, pendant mon exercice politique, à faire des choses qui étaient aussi utiles pour la société dans le cadre de mandats médicaux ou de mandats d'affaires liés au médical, et je suis content de moi pour le moment. Mais la phase de retrait, là, elle était nécessaire pour me poser des questions, pour me reposer, pour faire des choses plus discrètes aussi. Et là, la valeur absolue, c'est fini? Non, ça c'est un concept que ça n'a pas besoin d'être un parti. Je vous ai dit, je suis pas un homme de parti. Je crois vraiment que je suis très nul pour générer un parti ou pour faire vivre un parti, parce que vous devez mettre d'accord trop de gens autour d'idées que chacun tire sa couverture, c'est infâme. J'y arrive pas à faire ça. Moi, je jouais pas la musique de chambre, ou d'orchestre, c'est pas mon délire. J'ai toujours joué de la musique solo, parce que j'étais mieux pour combattre avec moi-même que me battre, essayer de dire à tout le monde. Peut-être j'étais pas un très bon manager au début où j'engageais des gens. Maintenant, ça va mieux. Mais ça met du temps à apprendre à faire ça. Donc, mais les valeurs absolues, c'est un concept que j'avais développé, que j'ai expliqué. C'est un mouvement politique, quand même. Non, il est dans mon livre. En plus, c'est le concept, parce que j'avais développé un logo autour de ça, parce qu'il y avait... c'est trop compliqué à expliquer, mais il y avait il y avait le pendant positif et négatif. C'est ça la valeur absolue, c'est un chiffre, il peut avoir sa valeur absolue de 5 et avoir un moins ou plus devant. Donc c'était une invitation à relativiser comme ça le fait ou d'être de droite ou d'être de gauche, mais avec une beauté comme ça mathématique, de symétrie, il y avait d'autres choses dans notre logo. On va pas l'aider, je veux pas emmerder tout le monde avec mes concepts métaphysiques, mais l'idée c'était de dépasser cette idée du centrisme et en même temps un peu débile, quoi. Ça va plus loin que ça, le fait de réconcilier les gens qui sont ou de droite ou de gauche. Il faut considérer beaucoup de dimensions différentes de la vie, pas juste un continuum qu'il y a des libéraux, des conservateurs qui s'entendent à peu près, des fois par hasard d'un côté, et des progressistes et des décroissants qui s'entendent bien par hasard aussi de l'autre côté. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles, il n'y a pas qu'une ligne comme ça, qui peut, même pas un truc comme ça en quatre cadrans qui permet d'identifier des gens. Et c'était une invitation sur ce concept à dépasser ces clivages pour voir au-delà. Voilà. Mais ça, c'est un concept philosophique que j'ai développé dans mon bouquin. Je ne fais pas pour vendre mon bouquin. J'ai fait la connerie de l'auto-éditer parce que le texte me brûlait les doigts. Enfin, j'ai vu il n'y a pas longtemps un texte de Suran qui explique comme ça que parfois qu'un texte est fini quand il nous brûle les doigts, qu'on veut s'en débarrasser, qu'on veut le mettre derrière. C'est un peu. Quand j'ai lu ce bout, je me suis dit c'est exactement moi parce que j'avais des éditeurs intéressants qui le voulaient. C'était la période Covid, j'ai pas voulu attendre des comités de lecture qui auraient pris plus de temps que d'habitude, et j'ai dit non, c'est bon, je le sors tout seul, je veux plus voir ces textes. Il y avait des choses de mon enfance dont je vous ai parlé un peu aujourd'hui, qui à l'époque me bloquaient encore un petit peu, là, me bloquent beaucoup moins. Et j'ai détaillé ce concept de valeur absolue aussi, donc ça m'accompagnera. Moi je fais des concepts qui m'accompagnent, je fais un logo qui va avec, et je regarde pourquoi je l'ai fait, après je dis c'était pas si mal, et je regarde comment il peut m'accompagner encore après, comme ça, comme c'est... Joachim Son-Forgy, on va bientôt arriver malgré tout à la fin de cette émission. Un dernier sujet d'importance que j'aimerais aborder avec vous, celui de la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression, elle est aujourd'hui menacée en France ? C'est le terme le plus important pour moi. C'est pour ça que je vous dis, je suis libéral. Je suis libéral au sens de j'ai un attachement à la liberté. Vous pensez qu'il est possible de tout dire ? On devrait, parce que justement, c'est aussi ça. Plutôt, pensez-vous qu'il devrait être possible de tout dire ? Il devrait être possible de tout dire parce que la transparence à tout prix, c'est pas bien non plus. C'est aussi le fait du lâche. Parfois, je dis tout comme ça, j'ai rien à me reprocher. C'est pas bien non plus. Mais de pouvoir tout dire, tout mettre dans le débat public, c'est important parce qu'on voit qu'on a une régression sociale très forte. On arrive, en fait, la soi-disant modernité que nous offraient les progressistes américains, on hérite aussi de leur puritanisme. Les Français acceptaient d'assumer une sexualité ouverte, qui n'était pas un sujet même d'affrontement politique. Et on voit qu'aujourd'hui, on a ces dérives où on va utiliser ça comme un sujet. Nous, je vous parle pas des forceurs. Ceux-là, on mérite bien ce qu'ils prennent. Hein, ils mériteraient plus. Mais les gens qui vivent de manière libre et qui je sais pas, qui vivent leur relation de couple de manière assez ouverte ou changeante, ou qui assument d'être français, quoi. Le libertinage français, c'est quelque chose. Bien, vous voyez qu'avec la culture anglo-saxonne qui nous vient des États-Unis, notamment, on n'hérite pas juste du woke et de la cancel culture, on hérite aussi d'un puritanisme très fort. Et les mêmes qui nous disent que la femme ne devrait pas être choséifiée, en fait, on voit que dans les représentations
cinématographiques qui nous viennent de là, où la femme est hyper sexualisée, l'homme est hyper viril, au sens peut-être déplacé du terme. C'est l'inverse, je veux dire, c'est pas les années 80, il y a pas de, c'est fini, les mots, le truc, le New Age, je sais pas, il y a pas de, on fait une régression, les mêmes qui nous disent qu'il faudrait qu'il y ait un dimorphisme sexuel inexistant, en fait, génèrent des images d'Épinal de dimorphisme homme-femme très très fort. Et ça, c'est symbolique de tout ce qu'on perd en liberté, parce que ce puritanisme, il va avec des excès, d'apparents excès qui nous font dire que non, c'est le contraire, on rompt avec une forme de conservatisme. Mais en fait, c'est de l'hyperconservatisme. Et cet hyperconservatisme, ce néoconservatisme peut-être, tiens, nous fait perdre beaucoup de liberté. C'est la liberté de s'exprimer, de se mouvoir, d'agir, de penser surtout out of the box, hors du moule, hors de la boîte. Voilà, cette créativité à la française de Géo trouve tout, c'est l'ingéniosité, c'est de faire de bric et de broc un nouveau truc, c'est d'aller chercher une idée, de la pousser jusqu'au bout, c'est d'y passer du temps, comme à la recherche du temps perdu. Oui, on se rappelle que vous aviez été banni de Twitter, hein, après vous êtes fait passer pour Donald Trump. C'était pourtant dans le but de défendre la liberté d'expression. Oui, puis vous savez, je veux dire, là, il y a une hypocrisie très simple à démasquer. En l'occurrence, c'est que Twitter laisse une option pour que vous puissiez modifier votre nom en gras, ok, face à la petite pastille qui dit verified, que vous avez un compte certifié. Mais on voit tout de suite, en dessous, votre vraie identité avec un @ et votre nom reste visible tel qu'est le nom que vous avez enregistré. En bas, c'est marqué @Sonjoachim. Donc quoi, c'est une impersonnification? C'est pas une impersonnification, les gens savent lire. S'ils savent lire le truc, s'ils lisent le truc en gras et qu'ils lisent pas celui qui est en dessous, ça veut dire que quand ils signent un contrat, ils lisent pas les petites lettres, faut qu'ils fassent très attention, les gens. Donc peut-être que donc à la fois vous avez l'hypocrisie d'un système qui laisse ces possibilités, qui dit que vous avez franchi les règles, et surtout une structure para-étatique qui prend des libertés très fortes sur les ressortissants de pays où ils gagnent de l'argent, en imposant des règles qui vont au-dessus de la Constitution et des lois de ce pays. Et c'est ce que j'ai dit à Jack Dorsey. J'ai vu Jack Dorsey par hasard il y a quelques semaines. Mes copains me disent « Ah, j'espère que tu lui as demandé un truc pour sauver l'humanité, un projet que tu vas faire avec lui. Le mec, il pèse 15 milliards quand même. » Je vais pas du tout. Je vais juste demander de rouvrir mon compte Twitter à ce bâtard. Parce que ce monsieur, il gagne sa vie grâce à des millions de Français. Ça méritait bien que je l'empêche de manger son steak. Et déjà, il n'est pas vegan, c'est incroyable. Et en plus, et simplement, je veux dire, il vous a répondu quoi quand vous lui avez dit ça ? Nous avons une discussion très polie. Je suis pas un malotru, là, je vous le dis, en roulant les mécaniques, mais j'étais évidemment très poli. Et Monsieur Dorsey était exactement très poli. Et on s'est changé quelques politesses sur d'autres choses, parce que je pense qu'il a un intérêt vraiment pour les crypto-monnaies. Résultat, il a quitté la boîte. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas mes peut-être un lien, hein. Oh là là. Il a un intérêt pour les crypto-monnaies, comme justement, par l'approche décentralisée, par la gouvernance décentralisée. C'est moi, j'aurais pas eu le temps d'en parler, je pense que c'est l'avenir. Mais donc il a intérêt pour des choses très libertaires. En tout cas, au lieu de penser à votre compte Twitter, est-ce que celui par exemple de Donald Trump, vous auriez milité pour qu'il puisse réouvrir son compte Twitter ? C'est pas à moi de m'occuper des affaires du président Trump. J'aimerais beaucoup le rencontrer à l'occasion. Non, mais ça vous a choqué ou pas ? Vous l'aviez traité de gâteux, hein, alors. Non, mais ça c'est parce que, oh là, c'est parce que, cher ami, je faisais mon travail de porte-flingue de notre président. Ah, ouais, mais alors vous voyez, on a du mal à vous suivre. Hein, ah non, je fais le porte-flingue du président. À ce moment-là, j'étais membre d'En Marche. Ouais. J'étais membre d'En Marche. Et après, je n'ai plus été membre d'En Marche. Donc, quand on est membre d'En Marche, vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de dévier d'un iota de la doxa. C'est malheureusement, oui. Mais quand, voilà. Mais c'est manque de liberté d'expression. Nous, on en revient à votre question. Moi, mon credo, c'est vraiment la liberté. Et les libertés, c'est la France. La France, c'est la liberté, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un joli mot. Merci beaucoup, Joachim Sonforger, d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. Alors, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé si vous le souhaitez, que vous pouvez, bien entendu, je le dis à chaque fois, à nous aider financièrement. Pour cela, le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité comme chaque semaine et nulle part ailleurs pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Très bonne semaine à tous et comme je le dis chaque dimanche, restez incorrectibles.